Hakuna Matata à vous. Bonjour à tous, grand moment dans votre année, dernier cours de chimie organique. Alors certains vont dire tant mieux, c'est vrai que ça sent la fin de l'année, c'est l'avant-dernier chapitre, mais c'est encore deux chapitres assez conséquents. On cours 18, réactivité en chimie organique. Après avoir parlé des alcools, on va parler d'une autre grande famille en chimie organique, les carbonyles. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce donc que les carbonyles? En gros, on va avoir une double liaison carbone-oxygène, mais c'est pas toutes les doubles liaisons carbone-oxygène qui répondent au nom de carbonyles. On a deux grandes familles qui sont donc, Les cétanes, les aldéhydes et le méthanal, qu'on appelle aussi formol ou formaldéhyde. voilà, on fera donc attention à ne pas confondre acide carboxylique, chlorure d'acyle, ester, anhydride d'acide, qui sont des composés qui ont également une double liaison carbone-oxygène, mais qui n'ont pas forcément deux atomes de carbone ou des atomes de carbone et d'hydrogène ici, à chaque fois, tout de suite sur le carbone qui porte la double liaison carbone-oxygène. Donc voilà, deux grandes familles cétonaldéhyde, le méthanal est un petit peu à part. Et on commence avec un peu de botanique et l'arbre camphrier, qui est un arbre originaire du Japon et de Chine dont la hauteur peut atteindre 40 mètres, la longévité plusieurs centaines d'années. Le camphrier, donc, c'est cet arbre dont les feuilles sont représentées ici. Et on extrait donc de ce camphrier le camphre naturel, qui est extrêmement utilisé en médecine, qui constitue l'élément principal de baume du tigre et son huile essentielle trouve énormément d'applications, notamment pour les voies respiratoires, traitement de l'asthme et ainsi de suite. Il est également très utilisé en synthèse énantiosélective car c'est un composé qu'on trouve chiral dans la nature. Donc cette molécule est la molécule de camphre, vous l'avez déjà rencontrée dans un devoir surveillé durant l'année. Il y a deux carbones asymétriques, donc on peut essayer de les trouver. Ça, c'est pas un carbone asymétrique puisqu'on a deux groupements CH3 ici. Par contre, les deux carbones ici sont des carbones asymétriques. A priori, on peut avoir 2 puissance 2, à savoir 4 stéréoisomères possibles, mais en fait, on n'en trouve que 2. Pourquoi? Si on change la configuration de ce carbone ici, et que cette liaison-là, on la met vers le bas, il est absolument impossible que cette liaison-là reste vers le haut. Ici, on a un pont, il faut que ces deux liaisons se rejoignent ici, donc si on change la configuration absolue d'un carbone, on change la configuration absolue obligatoirement de l'autre. Il n'y a donc que 2 stéréoisomères possibles. Voilà pour la petite digression. Une petite remarque, la nomenclature sur les dérivés carbonylés. Les carbonyles est à connaître également. Vous avez le polycopié à maîtriser à la perfection. Ne pas confondre les dérivés carbonylés avec les dérivés carboxylés. Les dérivés carboxylés sont les dérivés d'acide carboxylique, d'où le nom de dérivés carboxylés. Donc les esters amides, anhydride, chlorure d'acyle, ainsi de suite. Même s'ils ont également des liaisons doubles carbone-oxygène. Et voilà, donc une petite photo d'un camphrier assez joli, avec un grand ciel bleu et du soleil pour vous donner de l'espoir. Quelques outils à connaître, a priori, ici vous avez un tableau entier avec des pK pour les acides organiques ici et inorganiques. Alors vous connaissez déjà normalement le pK de l'acide acétique, CH3COH 4,8. Et voilà, d'autres pK que vous ne devez pas connaître. En fait, c'est une petite blague, il fallait que je vous la fasse quand même. On va pas apprendre tout ça, on va pas apprendre trop de valeurs. Je sais que vous en avez un petit peu marre d'apprendre des valeurs par cœur et donc il n'y a pas de valeurs à connaître pour l'instant. Première partie, la présentation générale des carbonyles avec la réactivité des carbonyles. Quelle est la réactivité d'un carbonyle? Tout d'abord, on va regarder le côté électrophile nucléophile. La double liaison carbone-oxygène est dans un plan et c'est extrêmement important pour la sélectivité des réactions. Les angles font tous environ 120 degrés d'après la théorie VSEPR. Vu qu'ici on a des liaisons simples et ici une liaison double, les angles là feront légèrement plus que 120 degrés et celui-ci fera légèrement moins que 120 degrés. Ici une double liaison, ça prend plus de place, il y a plus de répulsion électronique vu qu'on a 4 électrons et pas 2. Donc forcément les angles ne seront pas rigoureusement de 120 degrés. La double liaison carbone-oxygène va présenter deux réactivités, nucléophile et électrophile. Pourquoi? Eh bien, on a une belle différence d'électronégativité entre carbone et oxygène. Donc, l'oxygène est en train d'attirer vers lui les électrons, ici dans la double liaison. Ce qui fait que l'oxygène, lui, il est content, il est bien. Il a deux doublés non liants ici, et dans les deux liaisons-là, il est en train de piquer, entre guillemets, des électrons à un atome de carbone. Il est très riche en électrons, c'est un site très nucléophile.
Si on prend du coup de l'autre côté, le carbone, lui, il est moins bien, hein. Il a 2 électrons de valence ici qui sont en train de se faire piquer par l'oxygène. Il est en train de perdre plus ou moins 2 électrons de valence et porte une charge partielle delta plus. Du coup, c'est un site électrophile. Pourquoi? Parce qu'il a, entre guillemets, moins d'électrons que ce qu'il n'aimerait avoir et du coup, il est avide d'électrons. D'où le caractère électrophile. Donc, double réactivité pour les carbonyles, à la fois nucléophile par l'atome d'oxygène et électrophile par l'atome de carbone. Alors, si on fait les comparaisons d'électrophilés des dérivés carbonylés, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est un rappel ici. Le méthanal est le plus électrophile des dérivés carbonylés. Pourquoi? Bah tout simplement parce que il n'y a pas de groupement particulier qui font quoi que ce soit, rien qui stabilise de quelconque manière. Après, on va voir les aldéhydes. Les aldéhydes, ils sont déjà un peu plus stables que le méthanal. Pourquoi? Ben parce qu'ici, une chaîne carbonée R va avoir un effet inductif donneur sur le carbone. Entre guillemets, la chaîne R ici est en train de donner quelques électrons au carbone, ce qui fait que ce carbone-là est un peu moins électrophile parce qu'il en a un peu plus que le méthanal. Personne ne le stabilise et lui, il est stabilisé par un effet inductif donneur, plus I, de la part de la chaîne carbonée ici. Mais l'aldéhyde reste quand même moins stable, donc plus électrophile que l'acétone, parce que l'acétone, elle a 2 groupements carbonés, 2 chaînes carbonées qui vont être des groupes à effet inductif donneur plus I, donc elle est 2 fois plus stabilisée qu'un aldéhyde. Voilà, vous devez être capable de comparer également avec d'autres groupements comme le chlorure d'acyle, les esters, ainsi de suite. Mais déjà, entre les dérivés carbonylés, les trois, il faut savoir que voilà, le méthanal, c'est la molécule dont le carbone est le plus électrophile, et ensuite viennent aldéhyde et cétone. Donc si dans une grande molécule, vous avez à la fois un aldéhyde et une cétone, si vous mettez un nucléophile, le nucléophile attaque donc le meilleur électrophile, à savoir plutôt l'aldéhyde par rapport à l'acétone. Mais là, on regarde l'électrophilie des dérivés carbonylés classiques, à savoir avec des chaînes carbonées. Alors, une petite précision, en plus des effets inductifs se rajoute l'effet stérique. Ici, vous avez un atome d'hydrogène plutôt petit et là, une chaîne carbonée qui normalement devrait être plus grande. Donc déjà, l'accès de la part d'un nucléophile va être un peu plus compliqué parce que vous avez ce groupement R qui vous bloque un petit peu. Donc c'est plus facile d'attaquer là, c'est très libre, un peu plus difficile d'attaquer là. Et là, c'est carrément beaucoup plus difficile d'attaquer ce carbone vu qu'il a 2 chaînes carbonées qui sont de part et d'autre. Donc c'est beaucoup plus difficile pour des raisons de gêne stérique, pour des raisons d'encombrement. Ici, c'est très encombré, donc c'est plus difficile d'attaquer. Donc ça montre encore que les réactions d'addition addition nucléophile, vont être plus compliquées sur les cétones que sur les aldéhydes. Ça va dans le même sens. Les effets inductifs ou les effets stériques, ça va dans le même sens. Méthanal, bien plus électrophile qu'aldéhyde, plus électrophile que cétone. Enfin, attention, là, on a regardé que les effets inductifs, mais vous savez qu'il y a 2 choses à regarder. Effet inductif, effet mésomère. Et donc, si vous avez des formes mésomères qui vont stabiliser certains composés, eh bien, alors, va falloir reprendre un peu le discours précédent. Par exemple, ici, vous avez 2 aldéhydes. Alors, maintenant, les 2 aldéhydes ici, lequel est le plus électrophile? Ici, donc, toujours un atome d'hydrogène, on le regarde pas. Par contre, là, une chaîne carbonée linéaire, un atome de carbone qui va avoir un effet plus I, un effet inductif donneur plus I, qui va stabiliser un peu l'aldéhyde. Ici également, toujours un atome de carbone, donc qui va avoir un effet inductif plus I, mais également un groupement benzénique qui va avoir un effet mésomère donneur plus M. Et donc cette fois-ci, l'effet mésomère donneur plus M va stabiliser d'autant plus. Là, on est stabilisé par plus I, là, on est stabilisé par plus I et plus M. Ce qui veut dire que ici, le carbone est moins stabilisé, donc sera plus électrophile. Cherche l'idée. Voilà pour les formes mésomères, donc à savoir représenter. Vous voyez bien qu'un aldéhyde ici, si une des doubles liaisons du cycle se délocalise pour venir sur la liaison actuellement liaison simple, on obtient ceci. Donc ici, on forme un atome d'oxygène chargé négativement, une lacune électronique est donc chargée positivement dans le cycle, qu'on peut elle-même délocaliser ici avec d'autres mouvements électroniques. Et donc 4 formes mésomères possibles. Bien sûr, la non chargée sera majoritaire, mais 4 formes mésomères possibles, ce qui montre bien que le groupement benzénique a bien un effet mésomère donneur assez fort, et donc ça va diminuer l'électrophilie du carbone. On a vu la réactivité électrophile-nucléophile, donc double réactivité, hein, nucléophile de la part de l'oxygène, électrophile de la part du carbone, et on va voir la réactivité acido-basique. Il y a des réactivités acides, des réactivités basiques, on va se concentrer sur une
réactivité très importante. Les dérivés carbonylés sont des acides qui peuvent perdre des protons H+. Et ça va être d'autant plus facile qu'il y a des doubles liaisons carbone-oxygène. Ici, vous avez donc juste une cétone et l'hydrogène là va pouvoir se faire déprotoner. Son pKa est d'une vingtaine à peu près, on va dire 20. Ici, vous avez donc une cétone ici, une cétone ici. L'hydrogène qui est là en alpha, donc de cette fois-ci deux doubles liaisons carbone-oxygène à un pKa de 9. Et enfin ici, alors ici, c'est pas rigoureusement un dérivé carbonylé vu que vous avez également un ester ici, mais c'est pour que vous ayez une ordre, que vous ayez quelques idées des pKa. Pour un atome d'hydrogène ici qui va être en alpha d'une cétone et d'un ester, on a un pKa de l'ordre de 11. Alors, faut pas retenir les valeurs par cœur. Ce qui est important de voir, c'est ici pK de l'ordre de 20, ici pK de l'ordre de 10. Ordre de 20, ça veut dire que la soude ne déprotonne pas. Il va falloir monter. NaH, LDA, des bases très fortes. Ici, par contre, la soude est suffisante pour déprotonner un atome d'hydrogène qui est comme ça en alpha de 2 doubles liaisons. Et donc, on se souvient que plus une espèce présente de forme mésomère, plus elle est stable, extrêmement important. Et donc, pourquoi ces composés sont acides? Parce que 20, 10 pour arracher un atome d'hydrogène qui est un atome de carbone. Attention, hein, les acides qu'on a vus, généralement, les hydrogènes, ils sont attachés à des atomes d'oxygène, voire d'azote, mais pas à des atomes de carbone. Eh bien, c'est la mésomérie qui va répondre à cette question. Pourquoi? Si on enlève un atome d'hydrogène, par exemple, sur cette espèce, si on l'enlève lui, on met ici une charge négative avec un doublé non liant qui, lui, est délocalisable. Deux formes mésomères possibles, ici, assez stable, on a de la mésomérie, c'est pourquoi il est assez facile de déprotoner donc un hydrogène comme ça en alpha d'une double liaison carbone-oxygène. Maintenant ici avec deux doubles liaisons, on a plutôt une pK de l'ordre de 10, hein. C'est encore plus facile de l'arracher. La soude suffit, HO-, NaOH, KOH, tout ça, ça suffit pour déprotoner un atome d'hydrogène ici dans ces composés. Pourquoi? Encore une fois. Plus une espèce présente de forme mésomère, plus elle est stable. Ben ici, on a trois formes mésomères possibles. Si on prend donc l'espèce ici, la dicétone, hein, 2 cétones, et qu'on déprotonne l'hydrogène, par exemple avec HO-, on forme donc un doublé non liant et une charge moins qui peut se délocaliser soit à gauche, soit à droite. Donc ici, par exemple, à gauche, on forme une charge moins sur l'oxygène de gauche, mais ça peut également bouger pour former une charge moins sur l'oxygène de droite. Trois formes mésomères possibles, donc encore plus stables, d'où c'est encore plus facile de déprotoner donc un hydrogène qui est en alpha comme ça de 2 cétones par rapport à une seule cétone. Ici on avait deux formes mésomères, ici 3, donc c'est encore plus facile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir des réactions de C-alkylation. Alors alkylation, c'est mettre un groupement alkyle, mettre une chaîne carbonée quelconque. Pourquoi C? Par atome de carbone. Donc il peut y avoir des réactions de C-alkylation. Oui, ici, donc on prend un aldéhyde simple, on met NaH, pK de 40, ici pK de 20, la réaction acide-base a lieu, elle est totale, et donc on déprotonne et on obtient ceci. Bien sûr, on aurait du sous-produit qui serait du dihydrogène qui partirait. Ceci, ici, donc on a une charge moins et un doublé non liant sur un atome de carbone. Eh bien, on va voir des réactions de substitution nucléophile par un carbone. Substitution nucléophile, il faut un bon nucléophile, il faut un doublé non liant. Comme nucléophile, on en a vu plein, on a vu les halogénures, on a vu les atomes d'oxygène qui ont deux doublés non liants, les atomes d'azote qui ont un doublé non liant. Mais ici, on a un doublé non liant sur un atome de carbone. Ça peut choquer, mais c'est tout à fait normal. Un doublé non liant sur un atome de carbone, ça fait plein d'électrons, ça fait une charge moins. Le carbone là est très nucléophile. Très nucléophile, il peut réaliser des réactions, par exemple, de substitution nucléophile d'ordre 2 si on le met en présence du bromoéthane. Donc ici, réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, on obtient ce composé. C-alkylation, on a mis un groupement alkyle et ici un groupement éthyle sur un atome de carbone. Alors toutes ces réactions de C-alkylation, ça peut avoir lieu, voilà, il faut savoir que si dans un énoncé vous ne savez pas trop quoi faire avec une base et que vous avez comme ça un aldéhyde d'une cétone, regardez bien, est-ce qu'on peut avoir une réaction acide-base? Et une fois que vous avez un bon nucléophile, voilà, un bon nucléophile, que ici il y a un atome d'oxygène, d'azote, de carbone, d'iode, peu importe, vous pouvez faire des réactions de substitution nucléophile dès que vous avez un bon nucléophile et un électrophile. Voilà, il n'y a rien de plus que ce qu'on a déjà vu. Réaction acide-base et ensuite substitution nucléophile. Donc dans ce cours-là, on ne va pas se concentrer sur la réactivité acido-basique, que des choses que vous connaissez. On va plutôt voir le caractère électrophile-nucléophile des carbonides. C'est ça qui va nous intéresser majoritairement. Et alors, quelques généralités sur l'attaque d'un nucléophile, on va pas dire grand chose. Lorsqu'un nucléophile attaque un électrophile, il attaque d'une certaine manière.
Le carbonyle est localement plan, et ça c'est extrêmement important, parce qu'a priori, donc pas de stéréochimie particulière, hein. Un nucléophile peut attaquer d'un côté comme de l'autre de manière équiprobable. Les réactions ne seront généralement pas stéréosélectives. Ça, on le sait depuis le chapitre sur les organomagnésiens. Vous mettez un organomagnésiien sur une cétone, ça peut attaquer d'un côté comme de l'autre. Ça va faire un carbone par exemple S ou un carbone par exemple R, 50-50. Donc, pas de stéréochimie particulière, les réactions ne sont pas stéréosélectives. De plus, en attaquant par une face, donc déjà on dit attaque équiprobable de ce côté du plan ou alors de l'autre côté du plan, d'accord? Mais maintenant, comment est-ce que ça attaque? Est-ce que ça se rapproche par l'atome d'oxygène, par l'atome de carbone? Est-ce que ça vient presque de manière linéaire? Eh bien, ça attaque selon un certain angle, θ ici d'environ 107 degrés, qui est appelé l'angle de Dunitz-Burgi. C'est assez important d'un point de vue mécanistique de comprendre cet angle. Le pourquoi du 107 degrés et l'angle de Dunitz-Burgi, vous le verrez l'année prochaine. Vous comprendrez mieux avec des considérations orbitalaires l'an prochain, mais en tout cas, sachez déjà que l'angle ici est particulier. On n'attaque pas n'importe comment. Le nucléophile, il n'attaque pas par l'atome d'oxygène, il vient pas se balader comme ça. Il vient avec un angle d'attaque d'environ 107 degrés, comme ceci. C'est un angle également qui permet de ne pas avoir trop de répulsion. Si on attaque trop vers l'oxygène, on va avoir un nucléophile avec plein d'électrons et un oxygène avec plein d'électrons, répulsion électronique. Et là, pour peu que les deux groupements ici carbonés soient assez gros, pareil, beaucoup de répulsion, le nucléophile, il n'a pas envie de trop de répulsion. Donc en fait, l'angle θ là, c'est celui qui offre le meilleur compromis, pas trop de répulsion avec les carbones, pas trop de répulsion avec l'atome d'oxygène. Deuxième partie, activation du groupe carbonyle. Un peu comme on a fait sur les alcools, on va voir ici l'activation, puis ensuite la protection. Pour augmenter l'électrophilie d'un alcool, on peut soit faire une protonation avec un acide de Bronsted, soit utiliser un acide de Lewis, ou encore former un ester sulfonique. En voilà un qui a bien appris son cours. Alors, principe général d'une activation de fonction, je reviens dessus même si on l'a vu dans le cours précédent. Comme c'était expliqué, certaines fonctions sont plus réactives que d'autres. À titre d'exemple, je prends un autre exemple, un organomagnésien est plus nucléophile qu'un alcool. Si on prend l'exemple d'un nucléophile qui va attaquer sur une réaction d'addition nucléophile le carbone de la double liaison CO. Soit le nucléophile est assez fort, il peut attaquer directement. Je reprends le cas des organomagnésiens qui sont des nucléophiles très puissants. Vous savez, depuis un bout de temps maintenant, un organomagnésien voit une cétone ou un aldéhyde, il attaque. Maintenant, si le nucléophile n'est pas assez fort, et c'est par exemple le cas des alcools, il faut provoquer la réaction. Pour provoquer la réaction, qu'est-ce qu'on veut faire? Soit on augmente la nucléophilie du nucléophile, soit on augmente l'électrophilie de l'électrophile. Donc si on prend cet exemple en tête, on a un alcool qui aimerait attaquer une double liaison CO, soit on augmente la nucléophilie de l'alcool, soit on augmente l'électrophilie du carbone du carbonyle. Alors pour augmenter le pouvoir nucléophile de l'alcool, on a déjà vu plusieurs méthodes dans le chapitre précédent. Et là, on va voir du coup plutôt comment augmenter le caractère électrophile du carbone qui est donc dans la double liaison carbone-oxygène du carbonyle. L'activation électrophile du groupe carbonyle. Donc le carbone de la double liaison est électrophile, mais on peut davantage exalter son électrophilie à l'aide d'acides, Bronsted comme de Lewis. Les sites chargés positivement étant davantage électrophiles que les sites à charge partielle delta+. Allez, on commence par l'activation par un acide de Bronsted. Donc voilà, on met un acide de Bronsted, un H+, pour faire une activation électrophile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'atome d'oxygène, ici, il a deux doublés non liants, et il va pouvoir, pourquoi pas, attaquer la lacune électronique de H+. Et une fois qu'il a attaqué la lacune électronique de H+, on obtient cette molécule. L'atome d'oxygène, il a une charge plus et il est pas très content. L'atome d'oxygène, il est très nucléophile, très électronégatif, pardon. Il veut garder ses électrons près de lui. Donc, il peut également récupérer les électrons qu'il partageait avec le carbone. Et hop, là, on a une forme mésomère où on retrouve une charge plus, une vraie charge plus, pas une charge partielle, une vraie charge plus sur un atome de carbone avec une lacune électronique. On avait un site électrophile delta+, on a un site électrophile chargé vraiment plus. Donc ici, on a bien augmenté l'électrophilie. Ce carbone est extrêmement électrophile par rapport à celui-ci. Autre méthode, activation par un acide de Lewis. Les acides de Lewis les plus courants, ZnCl2, TiCl4, ce genre de choses. Voilà, on va prendre l'exemple de TiCl4 ici. Qu'est-ce qui se passe si on met TiCl4 en présence
de cette cétone, par exemple, l'oxygène, il va pouvoir attaquer donc le titane. On obtient ce genre de complexe. Alors éventuellement, le titane peut perdre un chlore, peu importe. L'oxygène a une charge plus. Il est très électronégatif. Il aime pas trop perdre des électrons. Donc éventuellement, il peut faire une forme mésomère où cette fois-ci, il va récupérer les électrons qu'il avait partagé avec l'atome de carbone pour former donc cette molécule où, encore une fois, le carbone ici qui était dans la double liaison passe d'une charge partielle delta plus à une vraie charge et lacune électronique. Donc on est parti d'un site électrophile à un site très électrophile. On a donc bien augmenté ici l'électrophilie. On part d'un site un peu électrophile à un site très électrophile parce que cette fois-ci on a vraiment lacune électronique et charge plus. On peut pas faire meilleur site électrophile. Ces deux méthodes sont semblables à l'activation électrophile de l'alcool. Oui, c'est un peu comme les activations pour les alcools avec acide de Brønsted, acide de Lewis. Par contre, on parle pas d'ester sulfonique ici. Troisième partie, protection du groupe carbonyle. Vous avez vu que l'activation de la fonction carbonyle, c'est allé assez rapidement. Le principe général d'une protection de fonction, ça a déjà été vu. On va revenir rapidement dessus avec un autre exemple pour diversifier les exemples et que ça commence à bien rentrer. Il faut que protection de fonction ce soit tellement clair dans votre tête, vous voyez exactement ce que c'est. Ça peut être une question de cours extrêmement classique, hein, parlez-moi de protection, des protections de fonction. Il faut que ce soit super clair. Vous avez deux fonctions. Si vous voulez faire réagir la plus réactive, ben vous le faites directement, c'est cool. Mais si vous voulez faire réagir la moins réactive, faut protéger l'autre, qu'elle ne puisse plus réagir. Vous faites réagir la moins réactive. Bien sûr, ensuite, il faudra déprotéger la fonction que vous avez protégée pour la régénérer comme elle était au départ. On va prendre l'exemple de la synthèse peptidique. Synthèse peptidique, on veut synthétiser des polypeptides, plusieurs peptides, ce qui donne des protéines à partir d'acides aminés. Les acides aminés, par exemple, naturels que vous avez dans le corps, et vous voulez faire des protéines. Ça occupe énormément de chercheurs et d'ingénieurs. Vraiment. Il y a beaucoup de techniques de synthèse peptidique parce que c'est assez compliqué à mettre en place, c'est assez compliqué à contrôler, donc ça occupe énormément de chercheurs. On est malade. Le point important en synthèse peptidique, c'est de réussir à enchaîner les acides aminés dans le bon ordre. Un acide aminé, c'est quoi? C'est une molécule qui possède une fonction acide, d'où le terme acide, et une fonction amine, d'où le terme aminé. C'est porté par le même carbone. Donc ici, vous avez un atome de carbone qui va avoir une fonction acide carboxylique qui est reliée à lui et une fonction amine qui est reliée à lui également, d'où le nom de acide aminé. On peut même les appeler les acides alpha-aminés parce que c'est vraiment sur le même carbone. On pourrait avoir des acides bêta-aminés où il y a encore un carbone entre. Peu importe. Voilà, un acide aminé, l'acide alpha-aminé, vous avez un carbone qui a à la fois une fonction acide carboxylique et à la fois une fonction amine. Et on va prendre un exemple. On mélange deux acides aminés A et B avec des jolies couleurs. Un acide aminé A bleu et un acide aminé B rouge. Vous souhaitez les faire réagir pour faire une plus grande molécule. Donc ici, ce serait un dipeptide, puisque vous en mettez deux. Mais voilà, on va en faire plein après. Donc, on veut faire une protéine. Et vous voulez l'enchaînement AB. Problème, si vous mélangez A et B, comment est-ce que vous pouvez obtenir AB? Et pas, par exemple, BA? Ou pas, par exemple, AA et BB? Comment est-ce qu'on peut choisir que telle molécule qui sera dans la solution va aller avec telle autre molécule et pas avec une autre? Oui. Donc déjà, avec deux acides aminés, on va voir le problème. Donc vous imaginerez bien le problème que ça peut causer quand on a 50 acides aminés à placer. No compris. No good. Pas good. Compris? Voilà, on va faire un exemple ici. Si on mélange deux acides aminés, donc encore une fois le A bleu et le B rouge, on peut avoir plusieurs réactions. Soit on a une réaction que vous connaissez pas encore, mais c'est pas grave. Soit vous avez une réaction donc entre acide carboxylique et amine qui peut avoir lieu, mais entre l'amine bleue et l'acide carboxylique rouge pour donner ce composé. Soit vous pouvez avoir comme réaction cette fois-ci l'autre acide carboxylique avec l'autre amine. Donc cette fois-ci c'est deux parties là qui réagissent ensemble pour donner ce composé. Mais il y a plein de molécules bleues dans la solution, il y a plein de molécules rouges dans la solution. Donc pourquoi est-ce que vous n'auriez pas une molécule bleue qui réagit avec une autre molécule bleue pour donner cette molécule? Et éventuellement également aussi du coup une molécule rouge qui agit avec une autre molécule rouge, réaction entre amine et acide carboxylique pour donner cette molécule. A priori donc avec deux molécules ici vous pourriez en avoir quatre. Voilà, donc je vous laisse imaginer le problème que peuvent avoir les chimistes quand ils ont 50 acides aminés à mélanger entre eux. Donc pour obliger une certaine fonction de A à réagir avec une certaine fonction de B, il va falloir protéger toutes les autres pour être sûr qu'on ait un couplage entre les deux bonnes fonctions.
et ainsi on est certain d'obtenir AB. Par exemple, si on fait ceci, donc on protège la partie amine de A, on protège la partie acide carboxylique de B. Dans ce cas, A, il peut pas réagir avec lui-même parce qu'il a qu'un acide et un acide ne réagit pas avec un autre acide. B ne peut pas réagir avec lui-même, il a qu'une amine, l'amine ne réagit pas avec l'amine. Vous pouvez que avoir la réaction A plus B qui va pouvoir donner ce composé. Vous pouvez pas non plus avoir les deux parties protégées, elles sont protégées, elles ne peuvent pas réagir, donc vous pouvez que avoir cette réaction-là qui a lieu. Bien sûr, ensuite, il faudra donc une étape de déprotection, éventuellement deux, vu qu'on a deux groupements protégés, pour déprotéger ces deux groupements et obtenir donc la molécule qu'on souhaitait parmi les 4. Lorsqu'on veut mélanger 50 acides aminés, et c'est beaucoup, ça doit être rare, non? Eh bien non, les molécules peuvent être énormes. Les molécules polypeptidiques sont parmi les plus grandes molécules possibles. Ici, vous avez la toxine botulique, qui est le poison peptidique le plus puissant au monde. Voilà la formule brute de cette molécule, donc 6760 atomes de carbone, une masse molaire de 149 000 grammes par mol, donc ça fait quand même 149 kg pour une mol. C'est donc un poison peptidique qui est utilisé, donc c'est ce qu'on dans le Botox, le fameux Botox, qui va en fait vous empoisonner du coup les cellules du visage pour vous empêcher de vieillir. Ça va les tuer pour que votre visage se fige. Voilà, donc c'est une grande molécule, donc on peut la synthétiser. Donc vous imaginez bien le nombre d'acides aminés qui sont derrière ces 6760 atomes de carbone, et donc vous pouvez comprendre le problème que vont avoir les chercheurs en laboratoire pour synthétiser ce genre de molécules. Pensez bien que l'ADN, c'est aussi des enchaînements de brins de polypeptides. Donc, tous ceux qui vont travailler en biologie, biochimie, donc sur la synthèse de l'ADN, c'est également donc de la synthèse peptidique, synthèse de protéines. Et donc, c'est vraiment un domaine où les notions de protection, déprotection vont être extrêmement importantes. Alors, on a beaucoup parlé de différentes choses. Une bonne introduction pour que vous compreniez vraiment donc l'intérêt des protections et des protections de fonctions en chimie organique. J'espère que vous commencez à bien les saisir et à saisir le principe. Donc, on attaque maintenant la protection de ce groupe carbonyle. Deux nouvelles fonctions chimiques à connaître maintenant, hémiacétal et acétal. Et encore des fonctions chimiques. Donc ici, hémiacétal, vous voyez un carbone qui va avoir une fonction hétéroxyde, un OR, et une fonction alcool, OH. Et un acétal, ici, c'est OR et OR', éventuellement la même chaîne carbonée R, peu importe, mais en tout cas deux fonctions hétéroxydes. Donc pour faire simple, un acétal, c'est un double hétéroxyde. Les deux fonctions hétéroxydes doivent être forcément portées par le même atome de carbone. Et un hémiacétal, c'est une fonction alcool et une fonction hétéroxyde, les deux fonctions étant toujours portées, ça c'est important, par le même atome de carbone. C'est pas un hétéroxyde d'un côté et un alcool de l'autre, non, les deux sont reliés au même atome de carbone. Voilà pour hémiacétal et cétal. Petite remarque, en théorie, acétal, c'est valable uniquement si le carbonyle de départ était un aldéhyde, et cétal, si c'était une cétone. De même pour hémiacétal ou hémicétal. Les termes cétal et hémicétal commencent à disparaître pour laisser place plus que acétal et hémiacétal. Donc bon, moi j'utiliserai acétal pour tout. Si dans un sujet, une fois vous voyez cétal, pensez bien, c'est comme un acétal. C'est juste qu'on parle d'une cétone et pas d'un aldéhyde. Voilà, on met un A devant si c'est aldéhyde et on commence juste par le C si c'est une cétone. Alors je dis, si ça vient d'une cétone, ça vient d'un aldéhyde. Quel est le lien entre l'acétal et l'acétone ou l'aldéhyde? C'est ce qu'on va voir. La protection du groupe carbonyle se fait bien souvent par une réaction d'acétalisation. On forme un acétal. Et donc ça part à chaque fois du carbonyle, ici, avec donc soit deux alcools, soit un diol. Diol pour deux fonctions alcool. Donc soit deux alcools différents, soit un diol ici. En milieu acide pour former ici donc un acétal, un monsieur qui vous regarde, et une molécule d'eau. Voilà le bilan donc de l'acétalisation. Un point important, ici vous avez une double flèche extrêmement important à noter dans la réaction d'acétalisation. Donc cette molécule ici, c'est la molécule la plus couramment utilisée pour faire une acétalisation, c'est ce qu'on appelle l'éthane 1,2-diol ou l'éthylène glycol. Souvent on voit éthylène glycol qui est son nom couramment utilisé, mais si vous voulez une nomenclature un peu plus officielle, ce sera l'éthane 1,2-diol, parce que sur l'éthane, sur les positions 1 et 2, on a 2 ol.
Voilà le bilan, on attaque le mécanisme. Mécanisme d'acétalisation, un des mécanismes les plus compliqués que vous allez voir cette année, mais un des mécanismes les plus utilisés qui reviendra le plus souvent. Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam. Non, il est encore un peu tôt. Mécanisme de l'acétalisation, on a donc ici une cétone avec H+. Ça déjà vous connaissez bien normalement. Bon, qu'est-ce qui se passe? Activation électrophile, l'oxygène il a des doublés non liants, on attaque la lacune électronique de H+, et on forme cette molécule. Cette molécule, si vous vous souvenez bien, elle a des formes mésomères. Vous pouvez les écrire, vous pouvez ne pas les écrire, peu importe. Ensuite, dans le milieu, on a aussi l'éthane 1,2-diol. Je le mets en haut de la flèche. Vous pourriez aller à la ligne, recommencer et faire cette molécule plus ça. Bon, vous mettez sur la flèche un réactif que vous introduisez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'activation électrophile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a augmenté l'électrophilie de ce carbone. Et maintenant qu'on a augmenté l'électrophilie de ce carbone, c'est exactement ce qu'on voyait dans la partie 2. L'oxygène est un suffisamment bon nucléophile pour attaquer. Avant, c'était pas le cas. On a besoin de ce H+ pour que l'oxygène il attaque. Mais maintenant qu'on a activé l'électrophilie de ce carbone, l'oxygène il peut attaquer selon une réaction d'addition nucléophile. Un nucléophile qui s'additionne sur ce carbone. Et si vous suivez bien les flèches qui ont été représentées ici, un oxygène qui s'additionne sur un carbone, on obtient ceci. Ceci, si on regarde un peu plus près, le carbone là, il a un OH et il a un OR, c'est un hémiacétal. Sauf qu'on ne s'arrête pas à l'hémiacétal, qu'est-ce qui se passe? On a une réaction de prototropie. Encore un mot un peu barbare que vous devez connaître à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'une prototropie? À quoi ça vous fait penser, prototropie? À proton, H+. Oui, à proton. Et le tropie veut dire mouvement. Donc ce qui se passe là, c'est que le proton va bouger à l'intérieur de la même molécule. Regardez bien, c'est l'oxygène ici qui va venir le récupérer pendant que le doublé y revient. Et qu'est-ce qu'on a changé? On a juste changé la position d'un H. Le H là, il était sur cet oxygène, maintenant il est arrivé sur cet oxygène. C'est une réaction de prototropie. Migration d'un H+, donc à un autre endroit, mais de la même molécule. Important. Une fois qu'on a ça, ici, si vous vous souvenez encore une fois bien du chapitre précédent, c'est un excellent groupement partant. Il va relâcher H2O en solution. Un groupement partant, il fait quoi? Il part. Pendant qu'ici, le doublé non liant de l'oxygène se rabat pour former la double liaison. Et voilà ce qu'on obtient. Je mets ici moins H2O entre parenthèses. Vous savez que dans un mécanisme réactionnel, on doit faire tout apparaître. Tous les sous-produits doivent apparaître. Et donc, pour éviter d'avoir plus H2O, plus H2O, plus H2O, plus H2O partout, je mets moins H2O ici, c'est-à-dire que je l'enlève et on ne l'écrira plus après. Mais bon, par contre, ici, le reste de la molécule, on l'a toujours. Il est ici. Alors là, si on examine ce composé, qu'est-ce qu'on peut dire? L'oxygène, il a une charge plus. Oui, ça veut dire, en fait, comme tout à l'heure, qu'on a activé l'électrophilie ici de ce carbone. Le carbone-là est très électrophile. Pourquoi? Là, je vous ai représenté la forme mésomère. Regardez-moi ça. Une lacune électronique et une charge plus sur un atome de carbone. Carbone extrêmement électrophile et suffisamment nucléophile pour qu'un nucléophile qui ne soit pas extrêmement fort comme un oxygène d'un alcool puisse attaquer. Donc c'est à peu près la même réaction qu'ici. Une fois qu'on a exalté donc l'électrophilie du carbone, ici ou ici, on va pouvoir avoir un oxygène qui attaque ici ou ici. Ici c'est au sein de la même molécule, ici c'est une autre molécule. Et une fois qu'il attaque, donc il réalise une addition nucléophile, on obtient cette molécule qui est presque la molécule finale. Mais pourquoi presque la molécule finale? Bien parce qu'ici on a un H qu'il va falloir enlever. Et donc vous avez encore une fois une réaction équilibrée, le H qui peut partir ou qui peut venir. Voilà, si on l'enlève, on régénère le catalyseur et on forme l'acétal. Toute rigueur ici ce serait un cétal, mais voilà, moi je l'appellerais acétal. Alors plusieurs choses importantes à comprendre. Ici, j'ai mis H+ au-dessus de la flèche et pas à gauche. Pourquoi? Quand vous, dans un bilan, vous mettez quelque chose au-dessus, c'est le catalyseur. Dans un bilan, si vous mettez quelque chose au-dessus, c'est le catalyseur. Le catalyseur, ça veut dire quoi? C'est une espèce qui doit intervenir dans le mécanisme réactionnel, mais pas dans l'équation bilan. Donc, je le veux pas en réactif, je le veux pas en produit. H+ n'est pas un réactif, H+ n'est pas un produit, c'est un catalyseur. Il intervient extrêmement bien dans le mécanisme réactionnel. Vous voyez bien, sans H+, pas d'activation électrophile, donc pas d'attaque nucléophile ici, donc rien n'est possible par la suite. H+ est extrêmement important. Par contre, vu que c'est un catalyseur, même s'il intervient dans le mécanisme réactionnel, il ne doit pas intervenir dans l'équation bilan. Donc si on le consomme à un moment, il faut le régénérer à un autre moment. Il est consommé, alors il est régénéré. Voilà le mécanisme. Je vous encourage déjà à le connaître. C'est un mécanisme extrêmement classique qui tombe dans quasiment tous les sujets de chimie organique à connaître.
mais également à très bien comprendre. Essayez de comprendre toutes les étapes qui sont là. L'oxygène n'est pas assez nucléophile pour attaquer un aldéhyde ou une cétone. Un oxygène n'est pas assez nucléophile pour attaquer directement. Qu'est-ce qu'on fait? On doit activer l'électrophilie ici du carbone. Alors vous pourriez dire, on aurait pu mettre une base ici pour activer également la nucléophilie de l'oxygène. Oui, ça aurait été possible. Le problème, c'est avec une base, on sait qu'ici, on a des hydrogènes qui vont pouvoir être déprotonés. Donc, ce qu'on fait en pratique, c'est une activation électrophile pour augmenter l'électrophilie de ce carbone. Et une fois qu'on l'a fait, bah là, l'oxygène, il est suffisamment nucléophile pour attaquer. Question très classique que je pourrais vous poser, qu'on pourrait vous poser en colle, à l'oral, en DS. Pourquoi est-ce qu'on met un acide? Pourquoi est-ce qu'on met H+? Et la réponse que vous devez me fournir, c'est celle-là, c'est l'oxygène d'un alcool n'est pas assez nucléophile pour attaquer directement un carbonyle. Il faut activer l'électrophilie. Voilà la réponse que vous devriez me formuler. Autre point du coup important, la prototropie, changement d'hydrogène au sein de la même molécule, du change d'endroit. Enfin, dernier point important, H+ étant un catalyseur, je le veux pas dans les réactifs, je le veux pas dans les produits. Un catalyseur, si vous le consommez à un moment, faut le régénérer à un autre moment. Et là, vous voyez bien, ici je le consomme, ici je le régénère. Quelques interprétations. Alors ici, dans le mécanisme, j'ai utilisé un diol. C'est la méthode la plus classique. J'aurais pu utiliser 2 molécules d'alcool. La première, elle s'additionne maintenant, et la deuxième, elle s'additionne maintenant. On peut mettre 2 molécules d'alcool différentes. Mais généralement, la formation d'un cycle étant stabilisante, c'est plus avantageux de faire un cycle, donc ici un cycle à 5 atomes, plutôt que de mettre 2 alcools. C'est la même raison pour laquelle c'est plus stable de faire un complexe avec un ligand chélatant hexacoordonné plutôt que 6 ligands monodenses, si vous vous souvenez du chapitre sur la complexation. Faire un cycle, c'est plus stabilisant, donc généralement, on met un diol plutôt que mettre 2 alcools. Autre point, la réaction est chimiosélective des carbonyles. Chimiosélective, c'est-à-dire qu'on sélectionne parmi quelques fonctions chimiques. Et elle fonctionne uniquement avec les aldéhydes et cétones. On ne formera pas d'acétal avec des doubles liaisons d'ester, d'anhydride, d'amide, d'acide carboxylique, de chlorure d'acyle et ainsi de suite. C'est très important. Si vous avez un chlorure d'acyle, un acide carboxylique et une cétone, l'acétalisation ne marche qu'avec les carbonyles, donc qu'avec aldéhyde et cétone. C'est donc chimiosélectif des carbonyles. Autre point, la réaction n'est pas totale. Elle n'est pas totale, je ne veux voir que des doubles flèches. Ici, double flèche, double flèche, double flèche, double flèche, double flèche, double flèche. Là, c'est juste des formes mésomères. Quand vous écrivez des formes mésomères, vous gardez donc la formalisme des formes mésomères, à savoir ce type de crochet et une flèche comme ça. Sinon, je veux voir que des doubles flèches entre les différentes espèces. On utilise un appareil de Dean Stark pour déplacer l'équilibre et gagner en rendement. Alors, et qu'est-ce que On va parler du Dean Stark juste après, mais ayez ça en tête, on va essayer de déplacer. La réaction, elle n'est pas totale, c'est-à-dire que si vous voulez former ça, il vous restera toujours ça en solution. C'est pas terrible, on va s'en sortir, vous inquiétez pas, mais on verra ça plus tard. Dernier point, l'acide le plus couramment utilisé, ici j'ai juste mis H+, ça veut dire acide fort, mais c'est quoi l'acide? C'est HCl, H2SO4 ou un autre? Bah, l'acide le plus couramment utilisé, c'est l'APTS, acide paratoluène sulfonique, qu'on a déjà rencontré dans le chapitre précédent. Pourquoi est-ce que c'est celui-ci qu'on utilise le plus souvent? Il y a plein de raisons. Soluble en solvant organique, vu que c'est une espèce organique. Solide, facile à peser, et anhydre. Et vous pouvez même voir une dernière raison par rapport à H2SO4. H2SO4 est également un oxydant, au moins l'APTS n'est pas un oxydant. L'APTS, c'est un acide fort parce que si on déprotonne, on forme un sulfonate qui est très stable, stabilisé par mésomérie. Voilà, donc un mécanisme d'acétalisation extrêmement important. Je vous ai dit, hein, ça tombe extrêmement régulièrement. C'est un des mécanismes les plus connus, les plus courants dans les sujets de concours, hein, parce que la protection du groupe carbonyle, c'est très important. C'est en vogue en ce moment en plus. Les gens qui font les sujets aiment bien ça en ce moment. Voilà. Connaissez-le bien par cœur, tout ce qu'il y a dans ce rectangle noir. Tout est à connaître. Donc le bilan, savoir que voilà, si vous voyez cette molécule, juste voir cette molécule dans un sujet, vous devez penser à l'acétalisation, voilà, directement. Le mécanisme est à connaître et après vous allez dire que c'est juste à apprendre par cœur. Non, c'est pas que du par cœur, il faut comprendre ce que vous faites. Et franchement, si vous comprenez la chimie organique, vous aurez plus l'impression d'apprendre par cœur. Une activation électrophile, une addition nucléophile une fois qu'on a activé, une petite prototropie, une fois qu'on forme un bon groupe partant, le groupe partant part, c'est logique.
Et ensuite, si vous regardez bien, ici on a un carbone extrêmement électrophile. Un carbone extrêmement électrophile, on peut faire des additions nucléophiles et on revient le catalyseur. C'est direct. Essayez d'avoir... Voilà, vous pouvez tout apprendre par cœur, mot pour mot, lettre pour lettre, flèche pour flèche, ou alors essayez de vraiment bien le comprendre, et en le comprenant vraiment bien, faut s'entraîner, ça demande beaucoup d'entraînement, mais en s'entraînant, vous allez bien le comprendre, et vous allez mieux y arriver, parce que vous allez avoir pas mal de mécanismes, en chimie organique, hein, en première et en deuxième année, donc si vous devez tout apprendre par cœur, ça va vite faire beaucoup. Essayez de bien comprendre les principes, bien comprendre ce qui se dégage, les étapes, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un acide, ou pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle étape, et ça ira beaucoup plus facilement et vous aurez moins de chances de vous tromper. Les interprétations sont à comprendre, hein, on utilise un diol, c'est chimiosélectif, c'est non total, on va avoir un DIN-STARK, et l'acide le plus couramment utilisé, c'est la PTS. Si on reste là-dessus, on utilise un appareil de DIN-STARK pour déplacer l'équilibre et gagner en rendement. Et bien, c'est ce qu'on va voir. L'appareil de DIN-STARK, sinon votre polycopie est de TP. Vous étiez censé faire un TP dessus. C'est parti remise. Vous le verrez l'année prochaine. L'appareil de DIN-STARK en lui-même, c'est juste cette pièce ici. C'est ça un appareil de DIN-STARK. Généralement, dans les montages en reflux en chimie organique, vous avez un ballon ici qui est dans votre chauffe-ballon, le milieu réactionnel dans le ballon, et dessus on met un réfrigérant à eau. Ici, l'eau y arrive, elle ressort. Voilà. Ici, l'appareil de DIN-STARK se glisse entre les deux, entre le ballon et le réfrigérant à eau, et donc il se place comme ceci. Souvent, ce qu'on fait pour aller plus vite, on peut mettre un peu de coton et un peu d'aluminium, histoire de calorifuger, c'est-à-dire éviter les pertes thermiques pour que la fumée, pas la fumée, dites pas ça à l'oral, pour que les vapeurs montent plus facilement dedans et pour que ça mette moins de temps. Maintenant, si on regarde là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là-dedans, initialement, vous devez mettre du solvant. On va mettre le solvant, donc par exemple du toluène. Les deux solvants les plus couramment utilisés sont toluène et cyclohexane. Ici, on va prendre l'exemple du toluène. On peut mettre du toluène ici. Donc, à l'instant initial, tout ça, c'est rempli de toluène. C'est rempli de toluène. La réaction a lieu. La réaction a lieu, la réaction a lieu, et ainsi de suite. Sauf que, si on regarde en arrière, un des produits de la réaction d'acétalisation, c'est de l'eau. Donc, on va ici avoir une réaction. Les vapeurs vont monter. Parmi ces vapeurs, il y a de l'eau. Parmi ces vapeurs, il y a quoi d'autre? Il y a aussi le solvant, évidemment. On arrive dans le réfrigérant, les vapeurs se condensent. Et quand ça retombe, par gravité, ça va retomber plutôt ici. Donc ça va plutôt essayer de retomber là-dedans. Par contre, là-dedans, il y a déjà du toluène. Mais l'eau, elle va tomber au fond, quitte à remettre du toluène dans le ballon. Pourquoi? Parce que l'eau est plus dense que le toluène. Et donc, en fin de compte, vous êtes en train d'éliminer l'eau du ballon. Pourquoi? Parce que l'eau monte, les vapeurs d'eau montent. Ici, ça se condense, ça retombe, et comme c'est plus dense, ça tombe au fond. Alors, l'avantage, il y en a plusieurs, en fait, des avantages. Déjà, on enlève l'eau du milieu réactionnel. Donc, si on enlève un des produits, je vais détailler ça juste après, ne vous inquiétez pas. Si on enlève l'eau du milieu réactionnel, qui est un produit, on va pouvoir gagner en rendement. Ça, déjà, c'est bien. En plus, ça se fait à volume constant, parce que tout ce que vous allez perdre comme eau ici, c'est du volume de toluène qui va être renvoyé dans le ballon. Ici, tout ça, c'était du toluène. Si l'eau, ça vient, ça monte, ça prend la place du toluène en bas, et ben le toluène qui était là, lui, il est revenu dans le ballon. Ici, il est retombé au fond. Voilà, vous devez être capable de me représenter ce montage réactionnel avec le DIN-STARK au milieu. Deux conditions importantes sur le solvant. Et si on vous demande des exemples, cyclohexane, toluène sont les deux exemples à connaître. Le solvant ne doit pas être miscible à l'eau. En effet, si le solvant est miscible à l'eau, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous n'auriez pas de marque claire, l'eau en dessous, le toluène ou le solvant au-dessus. Et le solvant doit être plus dense que l'eau. Oui, parce que vu qu'on met du toluène ici, si le toluène était plus dense que l'eau, quand l'eau retombe, c'est l'eau qui revient dans le ballon. Et donc, l'eau, on passe à l'état vapeur, elle se recondense dans le réfrigérant, elle retombe dans le ballon et ainsi de suite. Aucun intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'eau passe à l'état vapeur, se condense et retombe ici dans le DIN-STARK. Donc, le solvant doit être plus dense que l'eau. Deux conditions extrêmement importantes, vous devez savoir les expliquer. Et deux exemples, cyclohexane et toluène, les solvants les plus couramment utilisés pour un appareil de DIN-STARK. Donc dans ce ballon, on est en train de réaliser une réaction d'estérification. Le but du tube décanteur de DIN-STARK, c'est de déplacer l'équipe d'estérification en éliminant l'eau du milieu réactionnel. Donc le mélange réactionnel dans le ballon lors du reflux va monter en tant que vapeur, va arriver dans le tube. Une fois dans le tube, il va monter au réfrigérant et donc au contact des parois froides du réfrigérant, la vapeur va se recondenser, tomber dans le tube. Ici, l'eau plus dense que le cyclohexane arrivera au fond, c'est la partie trouble que l'on voit. Ici c'est l'eau, ici le cyclohexane.
et le reste du liquide par trop-plein va retomber dans le ballon, ce qui va éliminer l'eau, donc déplacer l'équilibre et donc avoir un meilleur rendement. On va refaire la fin. Alors l'utilité de l'appareil, c'est donc pour déplacer l'équilibre. Déplacer l'équilibre, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un terme qu'on utilise souvent. Donc voilà, vous pouvez dire pour déplacer l'équilibre, c'est-à-dire, entre guillemets, rendre totale une réaction qui n'était pas totale. Alors comment ça fonctionne en théorie? La réaction, c'est la suivante. Un diol, alors on peut mettre 2 alcools. Moi j'ai pris un diol plus un carbonyle, ça donne un acétal et de l'eau. Vous savez depuis maintenant un bon bout de temps qu'une réaction a lieu dans un sens direct seulement si le quotient réactionnel est inférieur à la constante de thermodynamique de la réaction, avec le quotient réactionnel étant donc la concentration en eau fois la concentration d'acétal sur la concentration en diol fois la concentration en carbonyle. Attention, et là je mets un point extrêmement important là-dessus, l'eau n'est pas le solvant. L'eau est un soluté comme les autres. L'activité, c'est la concentration. Quand on fait de la chimie des solutions en solution aqueuse, l'eau c'est le solvant, vous mettez toujours pour son activité 1. Donc je ne veux pas de concentration en H2O quand on fait de la chimie des solutions en solution aqueuse. Mais là, l'eau c'est pas le solvant. L'eau c'est un soluté, c'est un produit, donc son activité c'est sa concentration. Voilà le quotient réactionnel. Une fois que vous avez ça, eh bien si on arrive à éliminer l'eau du milieu réactionnel grâce au Dean-Stark, on le met dans l'appareil de Dean-Stark, c'est comme si sa concentration ici est de 0. C'est comme si cette concentration-là est nulle. Donc le quotient réactionnel est nul. Si le quotient réactionnel est nul, il est toujours inférieur à K0. La réaction a toujours lieu dans le sens direct, sens direct, sens direct, sens direct, jusqu'à épuisement en fait des réactifs où à la fin on arrive plus ou moins à une forme indéterminée que les profs de maths n'aimeraient pas, 0 sur 0. Mais comment ça se passe? Voilà, en éliminant l'eau, c'est comme si on obligeait le quotient réactionnel à rester à 0 et donc que la réaction avait lieu entièrement. Donc on va consommer le réactif limitant pour former l'acétal avec un rendement a priori de 100%. Tu dis qu'on élimine l'eau, mais comment ça fonctionne? J'y viens. Voilà le fonctionnement de l'appareil encore un peu plus en détail. Donc lors du reflux, le solvant et l'eau se vaporisent. Ils se recondensent dans le réfrigérant et tombent en haut de la partie graduée du Dean-Stark. Le solvant et l'eau ne sont pas miscibles et l'eau est plus dense, donc l'eau tombe au fond. Et le solvant qui était ici à la place de l'eau va retomber dans le ballon. Le solvant est donc recyclé. On ne perd pas de volume ici puisque tout le volume d'eau que l'on va créer va être remplacé par du solvant. La réaction a lieu à volume constant. Quand la température en haut du réfrigérant augmente ou que le niveau d'eau ne monte plus, on sait que la réaction est terminée. Voilà, généralement quand la température ici augmente, c'est que que la réaction est terminée. L'avantage du Dean-Stark, c'est qu'on a un deuxième indicateur, c'est lorsqu'il n'y a plus d'eau qui se forme. Il y a de plus en plus d'eau, forcément la réaction a lieu, elle dégage de plus en plus d'eau, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau qui arrive. S'il n'y a plus d'eau qui arrive, il n'y a plus d'eau qui est produite, c'est que la réaction n'a plus lieu, donc la réaction est terminée. En pratique, quand vous êtes en TP, donc ça notez-le bien dans votre tête, ou dans votre polycopier de TP si vous voulez, en pratique en TP, on peut vous demander comment sait-on quand la réaction est terminée? La réponse, lorsqu'il n'y a plus d'eau qui arrive ici. S'il n'y a plus d'eau qui est formée, la réaction n'a plus lieu, tout simplement. Et enfin, autre point très important que vous ferez sans doute l'année prochaine alors qu'on devait le faire ensemble, grâce au volume d'eau qui est là, on peut déterminer directement le rendement. Le volume d'eau qui est là va vous donner directement la quantité d'eau produite, donc l'avancement de la réaction. Ok. Donc, on protège sur la forme d'un acétal pour que le carbonyle, aldéhyde ou cétone, soit protégé. Ensuite, on fait la réaction qui nous intéresse, ok? Et après, faut bien déprotéger, non? Pour régénérer la fonction aldéhyde ou cétone. Bien exactement. Après toute protection, il faut une déprotection. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, la déprotection du carbonyle. La déprotection, c'est ce qu'on appelle la désacétalisation, s'effectue en milieu acide et en présence d'eau. Et plus vous ajouterez d'eau, plus vous déprotégerez, de manière inverse à la réaction de protection. Alors le bilan, c'est le suivant. Cette fois-ci, donc, l'acétal de départ, vous le mettez en présence d'eau avec H+, et vous formez l'acétone et le diol. C'est vraiment la réaction inverse. Tout à l'heure, on avait le diol et l'acétone qui donnaient donc en présence d'eau et en présence de H+, pardon, l'acétal de départ. Le mécanisme. Ah non, ça c'est sifflé. Alors le mécanisme est inverse également à celui de l'acétalisation. Donc on va le voir ici, mais vous allez voir que c'est très proche du mécanisme inverse de l'acétalisation.
On commence par un acétal qui, donc, ici, possède 2 atomes d'oxygène avec des doublés non liants, donc ils vont pouvoir attaquer la lacune électronique de H+. H+ étant le catalyseur. On a donc une activation électrophile qui a lieu, c'est-à-dire que ce carbone va être plus électrophile. Pourquoi? Ben regardez, ici l'oxygène il a une charge plus, il n'est pas bien. Il n'aime pas avoir une charge plus, l'oxygène il va récupérer son doublé. Et on voit une charge plus par contre qui a lieu sur l'atome de carbone ici, avec une lacune électronique. Donc ce carbone-là est extrêmement électrophile. Ce carbone est extrêmement électrophile. Il y a une forme mésomère qui a lieu, vous pouvez ne pas la faire, vous pouvez la faire. Je préfère la mettre, on comprend bien ici. Voilà, l'oxygène, il peut, s'il veut redonner un doublé, faire une double liaison, mais dans ce cas, l'oxygène a une charge plus. Qu'importe. L'oxygène, ici, attaque donc le carbone, et on obtient 7 molécules. Addition nucléophile d'une molécule d'eau. Ici, la réaction de prototropie, l'oxygène récupère donc un atome d'hydrogène, on obtient cette molécule qui est un hémiacétal, vu que ce carbone a à la fois une fonction alcool et une fonction éther-oxyde. Et enfin, ici, c'est cette molécule qui va être régénérée. On dégage donc de l'éthane, un de diol ou de l'éthylène glycol. Et donc, cette molécule qui n'est autre que l'acétone avec un H+. Voilà, encore une réaction équilibrée, donc réaction acide-base. Vous pouvez, si vous ne croyez pas, prendre votre cours partie acétalisation et vous verrez bien que en mettant ça et ça, on obtient ça, 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 ça et ça pour la réaction de formation de l'acétalisation. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Vous en connaissez un, vous connaissez le deuxième également. Donc voilà encore, bilan, mécanisme à connaître à la perfection. En toute rigueur, si vous maîtrisez l'acétalisation, la désacétalisation, vous la maîtrisez également. C'est la réaction inverse de l'acétalisation. Donc on suit les flèches dans l'autre sens. Mais du coup, on met les doubles flèches et on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ben alors comment on sait? Alors oui, c'est un équilibre. Donc il faut bien comprendre que si vous agissez pas trop, que vous ne faites pas grand-chose, vous aurez toujours en solution à la fois les réactifs et les produits. Donc si vous faites l'acétalisation, vous aurez à la fois ça et ça. Tout est dans le milieu. La question, c'est savoir est-ce que on a quasiment que ça ou est-ce qu'on a quasiment que ça. Bah là, ça dépend vraiment de vos conditions. Vous avez a priori tout, et donc c'est vous qui allez agir pour former l'un ou l'autre. Pour rendre entre guillemets totale la réaction d'acétalisation, qu'est-ce qu'on fait? On élimine l'eau. Si on élimine l'eau, on déplace l'équilibre dans le sens de formation de l'acétal, et dans ce cas, on a fait l'acétalisation. Mais si on élimine l'eau, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en train de rendre le quotient réactionnel nul, et dans ce cas, on déplace la réaction, on la rend totale. Par contre, si maintenant on décide de rajouter plein d'eau nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Bah, le quotient réactionnel, il va presque tendre vers l'infini, enfin en tout cas, il sera très grand, et la réaction, donc, sera inverse. Donc si vous mettez beaucoup d'eau, la réaction va se déplacer dans le sens de régénération du carbonyle de départ et de l'alcool. Donc la réaction est équilibrée et c'est vous maintenant qui allez agir. Soit vous ne faites rien de particulier ou alors encore mieux, vous enlevez l'eau du milieu réactionnel grâce à un appareil de Dean-Stark et dans ce cas, on va dans le sens de formation de l'acétal. Soit au contraire, vous rajoutez de l'eau, c'est vous qui mettez plein d'eau et vous allez dans le sens de régénération donc du carbonyle et du diol ou des deux alcools. Voilà, cette étape-là est importante. Donc, si vous mettez énormément d'eau, ben, l'eau va avoir extrêmement de facilité à attaquer ici le carbone dans cette partie du mécanisme. Voilà, c'est donc vous qui jouez sur les conditions expérimentales pour favoriser ou pas. En gros, si on rajoute de l'eau, on déprotège. Si on élimine l'eau, on protège. Donc c'est bien, vous maîtrisez à la perfection la protection et déprotection du groupe carbonyle, à savoir l'acétalisation et la désacétalisation. C'est vraiment, j'ai envie de dire, presque le cœur du chapitre, le mécanisme de l'acétalisation. Si vous deviez apprendre qu'un seul truc, ce serait celui-là. Après, vous ne devez pas apprendre qu'un seul truc, vous devez tout apprendre. Mais quand même, c'est le point le plus important du chapitre. Vous n'avez pas à vous tromper en devoir sur l'acétalisation. Un des exemples extrêmement classiques qui tombera souvent, l'hémiacétalisation du glucose. Alors, on va y aller doucement. Les sucres ou hydrates de carbone, dont le glucose fait partie, correspondent à une famille de molécules de formule CnH2nON. Les sucres simples, comme le glucose, peuvent s'écrire de deux manières, une forme ouverte et une forme cyclique.
Le glucose présente donc une forme ouverte appelée le D-glucose et une forme cyclique appelée le 2-glycopyranose, qui existe lui-même sous la forme de 2 diastéréoisomères alpha et bêta. Et le passage entre les formes alpha et bêta est appelé mutarotation. Pour faire simple, qu'est-ce qu'on va regarder? Le glucose. Quand on dit le glucose, qui est un sucre, en fait, il y a au moins deux possibilités. Une forme ouverte, c'est la molécule de glucose. Et également une forme cyclique, c'est également la molécule de glucose. Et dites-vous bien dans votre tête, ces deux choses-là, c'est exactement pareil. Celle-ci, c'est un seul stéréoisomère. Par contre, là, il y en a deux. Voilà, regardez ici, le OH, il peut être derrière ou devant. Et alors, pourquoi, cette fois-ci, le glucose peut s'écrire sous tant de possibilités différentes? Eh bien, si on regarde la forme ouverte, qu'est-ce qu'on voit? Ici, aldéhyde et des alcools. Aldéhyde et alcool, ça doit vous faire penser à quoi? Vous ne devez pas avoir à réfléchir. Aldéhyde, alcool, acétalisation, directement. Sauf que là, en fait, les alcools et l'aldéhyde sont au sein de la même molécule. Donc, pour peu qu'il y ait un peu d'acide qui va catalyser la réaction, aldéhyde plus alcool donne un acétal. Alors ici, il n'y a qu'un alcool qui va réagir, on va former un hémiacétal, d'où l'hémiacétalisation, on forme un hémiacétal. C'est vrai, regardez, le carbone là, je vous mens pas, il a un groupement alcool, il a un groupement hétéroxyde. On a donc un hémiacétal cyclique. Alors après, lors de la réaction, comme vous savez, ici, l'aldéhyde est plan, on peut avoir attaque d'un côté ou de l'autre, et attaque d'un côté ou de l'autre, ça va vous donner un ou deux stéréoisomères. On les appelle les formes alpha ou bêta, ça c'est de la nomenclature que vous n'avez pas à connaître. Hein. Les alpha, bêta, D, glycopyranose, glucose, vous n'avez pas à connaître. Mais vous avez à bien voir qu'un sucre possède en lui-même quasiment tout pour faire une réaction d'acétalisation. Et il le fait. Et donc, en pratique, vous avez en solution, dans votre sang, tout ce que vous voulez, dans le sucre, les deux formes qui existent, à la fois une forme ouverte et une forme cyclique. Donc, le mécanisme de l'hémiacétalisation en milieu acide. Et lorsque vous regardez ça, regardez bien l'importance des couleurs. Essayez de mettre des couleurs également pour bien comprendre ce qui se passe. Le D-glucose est une forme ouverte. Pour peu qu'il y ait un peu d'acide dans le corps humain ou ailleurs, l'aldéhyde va pouvoir le récupérer. Hein. Attaque du doublé non-liant sur la lacune électronique du H+, c'est une activation électrophile. On active l'électrophilie ici de ce carbone. Maintenant, on va donc avoir, une fois qu'on a activé, possibilité d'attaque d'un des oxygènes des alcools sur ce carbone. Encore une fois, sans H+, l'oxygène n'est pas assez nucléophile pour attaquer l'aldéhyde. Mais ici, une fois qu'on a activé l'électrophilie, l'oxygène est assez nucléophile pour attaquer. Alors, il attaque. Mais on a 5 alcools. Lequel attaque? Eh bien, c'est celui-ci. C'est tel alcool qui attaque. Pourquoi? Je vais vous donner l'explication juste après. Vous n'avez pas forcément à le savoir. Vous avez l'addition donc nucléophile ici. Vous formez 7 molécules. Et après, donc, encore ici, vous avez le H qui va partir. On régénère le catalyseur et on forme donc la forme cyclique. À partir de la forme ouverte, on forme la forme cyclique par hémiacétalisation. Voilà le mécanisme. C'est le même mécanisme que l'acétalisation, mais vous arrêtez à peu près à la moitié. Et sauf que donc l'alcool que vous allez utiliser n'est pas une autre molécule, mais est présent dans la même molécule. Exactement la même chose. Donc, d'un point de vue régiosélectivité, vous avez 5 alcools. Lequel va réagir? Lors d'une réaction de cyclisation, les cycles les plus stables, les plus favorables, les mieux, ceux que vous verrez le plus souvent, c'est des cycles à 5 ou 6. C'est tout, 5 ou 6. Et donc, pour former un cycle à 5 ou 6, c'est cet oxygène qui va devoir attaquer. A priori, celui-ci, il pourrait également, mais les 3 premiers, s'ils attaquent, ça ferait des cycles beaucoup trop petits. Ici, on aurait un cycle à 3 si le vert allait se placer, qui est beaucoup trop petit. Et donc ici, on forme un cycle à 6 qui est bien plus stable qu'un cycle à 3. Pourquoi? C'est encore la VSEPR qui vous le dit. Un cycle à 3, vous avez un triangle. Normalement, les angles sont censés faire 109 degrés. Mais dans un triangle, ils font pas 109, ils font 60 degrés. Donc, au lieu de 109, vous avez tellement contraint le cycle que vous êtes passé à 60. Ça fait mal. Pareil, ici, si vous mettez donc l'oxygène en orange ici pour former un cycle, vous formez un cycle à 4.
cycle à 4, les angles font 90 degrés, vous devez faire 109 normalement. Donc pour passer de 109 à 90 degrés, vous avez encore bien restreint, il y a des grosses qu'on appelle tensions de cycle qui vont vous empêcher de faire ça. Ici, si vous mettez donc l'oxygène noir, vous formeriez un cycle à 5, c'est possible, il y a des sucres qui vont faire des cycles à 5, c'est pas le cas du glucose. L'oxygène ici va pouvoir attaquer en forme un cycle à 6, c'est en pratique ce qui a lieu avec le glucose. Cycle à 6, normalement les angles font environ 120 degrés. Normalement la VSEPR vous dit 109, 109, 120 à 10 degrés près, ça va, c'est encore correct. C'est pas comme quand on passe de 60 à 109, mais de 120 à 109, on n'est pas loin. Voilà pourquoi la régiosélectivité. S'il y a un truc que vous devez plus ou moins mémoriser, c'est cycle à 5 ou 6. N'essayez pas de faire des cycles à 3, 4, 7, 8, ça existe, mais si vous pouvez faire 5 ou 6, c'est mieux. C'est à connaître. Le mécanisme, encore une fois, si vous connaissez le mécanisme de l'acétalisation, il n'y a rien de plus, on s'arrête juste au milieu. Un point important d'un point de vue régiosélectivité, vous avez 5 oxygènes qui peuvent attaquer laquelle attaque. Eh ben, on va former un cycle à 5 ou 6. Choisir entre 5 et 6, vous ne pouvez pas le faire et vous ne saurez pas le faire. Et je vous demande pas du coup de savoir le faire, mais il faut savoir 5 ou 6. Si vous avez le choix entre 3 et 5, vous faites 5. Entre 3 et 6, vous faites 6. Si vous avez le choix entre 5 et 6, vous ne pouvez pas le savoir, vous vous laissez guider par l'énoncé. Alors une petite remarque, les cycles à moins de 5 atomes ont une forte tension de cycle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les angles sont bien trop loin que par rapport à ceux de la VSEPR, c'est fragile. Pourquoi est-ce que les cycles à plus que 6 ne se forment pas? C'est une raison un petit peu bébête. C'est juste que lorsque vous faites un cycle, vous avez deux bouts de votre molécule à rejoindre. Ici, par exemple, vous devez rejoindre le bout de cette molécule-là avec le bout là pour faire un cycle. Lorsque vous avez plus que 6 atomes, 7, 8, 9, 10, vous commencez à avoir une molécule très grande et il y a une faible probabilité qu'un bout rencontre l'autre, tout simplement. C'est de la probabilité, des statistiques qui va vous dire que le bout est trop loin et il viendra pas ici parce que c'est trop loin pour lui. Un point important à retenir, voilà, tous les sucres existent sous deux formes. Tous existent sous deux formes. Une forme ouverte et une forme cyclique. Vous n'avez pas besoin de connaître quelles sont les formes, glucose, machin truc. Vous n'avez pas besoin de retenir, il y a tant de pourcentage de cyclique, non. Mais vous devez savoir si dans un énoncé, je vous donne, tiens, il y a telle forme ou telle forme, vous devez vous dire, ah, c'est normal, c'est le même sucre, ils existent sous deux formes. Et le passage de l'un à l'autre, ça se fait comment? C'est une hémiacétalisation intramoléculaire, parce qu'on a à la fois l'alcool et le carbonyle dans la même molécule. Le point de vue régiosélectivité, un cycle à 5 ou 6, c'est plus favorable. Alors, est-ce que c'est 5 ou 6? Moi, je vous le dirai, l'énoncé vous le dira. Mais voilà ce qui est important à retenir. Deux formes. Le passage de l'un à l'autre, c'est une hémiacétalisation intramoléculaire. La régiosélectivité, on forme des cycles à 5 ou 6 parce que c'est plus favorable. Enfin, dernier point important, une variante de l'acétalisation qu'on appelle la thioacétalisation. On peut réaliser la procession d'un carbonyle en formant un thioacétal à l'aide de thiol ou d'un dithiol. Alors, qu'est-ce qu'un thiol? Un thiol, c'est comme un alcool, mais au lieu d'avoir un oxygène, on a un soufre. Du coup, un thioacétal, c'est quoi? C'est comme un acétal, sauf qu'au lieu d'avoir des oxygènes, on a des soufres. Voilà, encore deux fonctions chimiques à connaître. Thiol, thioacétal. Pareil, vous pouvez trouver du thiocétal. Ça change pas grand-chose. Donc un thiol et un alcool, on a remplacé l'atome d'oxygène par du soufre. En fait, de manière générale, le préfixe thio, ça veut dire qu'on enlève un atome d'oxygène pour mettre un soufre. Je prends un autre exemple, l'ion sulfate, c'est SO4 de moins, l'ion thiosulfate, on a enlevé un oxygène pour mettre un soufre. Alors, regardez bien, on n'a plus 4 oxygènes 3 parce qu'on a gagné un soufre. Donc là, c'est pareil, thioacétal, c'est comme un acétal, mais on a enlevé les oxygènes pour mettre des soufres. Bon, par contre, on dit pas thioalcool, hein, juste thiol. Exactement. On ne va pas dire un thioalcool, ce sera un thiol. C'est plus court. Donc la thioacétalisation est généralement effectuée avec un acide de Lewis plutôt qu'un acide de Brønsted. Donc au lieu d'avoir H+, on va mettre un acide de Lewis. On aime bien les sels de mercure, HgCl2. Enfin, en gros du mercure au degré d'oxydation +2. La protection, voilà. Donc encore une fois, le mécanisme, c'est le mécanisme de l'acétalisation. La déprotection, ce sera la réaction inverse. On aime bien donc la présence de mercure au degré d'oxydation +2, que vous mettiez HgCl2, HgO, vol des ions Hg2+, voilà. C'est le même mécanisme? Le mécanisme, c'est à peu près la même chose, le bilan c'est pareil. On part donc du carbonyle avec ici, j'ai pris donc un dithiol, vous pourriez partir avec deux thiols tout simplement.
Catalyseur, donc acide de Lewis, cette fois-ci pas acide de Bronsted, on forme un thiocétal et de l'eau. Et la réaction inverse, donc c'est la déprotection ici du thioacétal en carbonyle et dithiol en présence de mercure encore une fois. Tout le même raisonnement s'applique. Hein. On utilise un Dinstar pour éliminer l'eau pour déplacer la réaction. Et si vous mettez beaucoup d'eau, et bien dans ce cas, vous allez favoriser cette réaction. Tout le même mécanisme s'applique. Quand je vous dis que l'acétalisation, c'est le point essentiel du chapitre, il prend tout le grand 3 qui est assez long. Vous avez plein de variantes. C'est vraiment le mécanisme à connaître, le mécanisme phare de ce chapitre. Quatrième et dernière grande partie, l'oxydoréduction en chimie organique. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans le cours sur les alcools, hein, vous l'aurez compris, c'est un cours qui est très proche de celui sur les alcools, celui sur les carbonyles. On revient rapidement sur les nombres d'oxydation du carbone dans les fonctions chimiques, on les rappelle ici, on suppose encore une fois que les liaisons CH ne sont pas polarisées, donc je vous rappelle que les alcools ont un nombre d'oxydation du carbone ici de plus 1, les carbonyles, ici j'ai pris aldéhyde et cétone, ont un nombre d'oxydation de plus 2, les acides carboxyliques plus 3, bien sûr les amis d'ester aussi, et le CO2 a un nombre d'oxydation ici du carbone de plus 4. Voilà, vous vous rappelez bien de comment est-ce qu'on les détermine, hein, dans le cours précédent, j'avais montré tous les petits électrons ici, si vous avez des atomes plus électronégatifs, ils vont récupérer les électrons de valence et ainsi de suite. Voilà, je reviens pas là-dessus en détail, vous regardez la vidéo précédente ou votre cours précédent, pour bien déterminer les nombres d'oxydation, il faut bien connaître, voilà, alcool, aldéhyde et cétone, acide carboxylique, dioxyde de carbone. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans de voir? Maintenant, on est ici. Aussi bien les alcools, la dernière fois, on avait vu que des réactions d'oxydation des alcools. On avait pu oxyder en aldéhyde, en acétone, en acide carboxylique, voire CO2. Maintenant, on part d'ici. Donc là, on va encore pouvoir oxyder en acide carboxylique ou en CO2, mais on va pouvoir également réduire en alcool. Alors, lorsque l'on oxyde un alcool, on va passer donc par aldéhyde ou cétone et on va pouvoir encore oxyder. L'oxydation, c'est le même principe que pour l'oxydation des alcools. Vous mettez un oxydant puissant, ça va oxyder un alcool par exemple en acide carboxylique. Un oxydant puissant va pouvoir oxyder également les aldéhydes et cétones en acide carboxylique. Mais du coup, on va plutôt s'intéresser à la réduction des dérivés carbonylés plutôt que l'oxydation. Il y a plus de choses à dire sur la réduction, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Pour réduire les dérivés carbonylés en alcool, on utilise des donneurs d'ion hydrure H-. Les espèces d'hydrure les plus fréquemment rencontrées pour vous sera NaBH4 et LiAlH4. En laboratoire, on peut utiliser un groupe chiral sur le métal, que ce soit le bore ou aluminium, remplacer un H par un groupe chiral pour faire des réactions énantiosélectives, mais elles ne le seront pas si on ne met pas de groupe chiral ici. Alors NaBH4, on l'a déjà rencontré plusieurs fois cette année également, c'est un ion sodium Na+, et l'ion BH4-. Pareil, LiAlH4, ce sera un ion lithium et un ion AlH4-. C'est donc BH4- et AlH4- qui vont être des donneurs d'ion H-, donneurs d'ion hydrure. Pourquoi? L'électronégativité de l'hydrogène de 2,1, celle du bore est de 2 et d'aluminium 1,6. Plus grande différence d'électronégativité encore entre l'aluminium et l'hydrogène qu'entre le bore et l'hydrogène, c'est assez proche. Hein. Petite remarque, on n'utilise pas directement les hydrures du type NaH, LiH, KH. On a déjà rencontré NaH dans le cours précédent, c'est un hydrure, en gros c'est Na+ et H-. Mais en fait NaH, LiH et KH, les hydrures issues de ces trois bases de ces trois composés sont des bases extrêmement fortes. Et donc elles vont réagir en tant que base et non en tant que nucléophile. NaH égale de 40. Exactement, en voilà un qui a bien appris son cours. BH4- par contre et AlH4-, eux ne vont pas être des bases, mais vont vraiment réagir comme des nucléophiles. Dans un premier temps, on va étudier donc NaBH4-. Quel est le nom de NaBH4-? Il y en a deux couramment rencontrés, tétrahydroborate de sodium ou borohydrure de sodium. Enfin, tétrahydroborate de sodium ou tétrahydruroborate de sodium, c'est pareil. Voilà, il y a plusieurs noms, ou borohydrure de sodium. Comment ça marche? Le bilan, c'est cette réduction. Il faut mettre de l'éthanol avec le tétrahydroborate de sodium pour réduire ici une cétone en alcool. Bien sûr, je refais un petit aparté, on revient sur le cours de la fois précédente, vous vous souvenez que les alcools primaires, on peut les oxyder en aldéhyde, les alcools secondaires, on peut les oxyder en cétone. C'est la même chose, les cétones, on peut les réduire en alcool secondaire, ou les aldéhydes, on peut les réduire en alcool primaire. Voilà, maintenant que c'est dit, on revient ici, donc cétone, et on va pouvoir donc la réduire en alcool secondaire. Quel est le mécanisme? Je suis sûr que vous attendez avec impatience ce mécanisme. Non, si. Oh non.
C'est... Non. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de flèches, on va y aller petit à petit. On va prendre un petit surligneur. Alors, la réaction qui a lieu, c'est celle-là. Ici, c'est un H. La liaison bore-hydrogène se casse. Et c'est l'hydrogène qui récupère son doublé, vu qu'il est plus électronégatif. Et donc, il va attaquer ici le carbone. C'est donc l'hydrogène qui attaque le carbone. L'hydrogène qui est nucléophile, vu que c'est H-, qui attaque le carbone électrophile. Ici, on a donc un carbone qui aurait 5 voisins. C'est pas possible. L'oxygène, il récupère un de ses doublés. Et l'oxygène ici, qui a plein de doublés, lui, il va également récupérer un H. Mais comment il va récupérer ce H? Il va aller le récupérer à une molécule d'éthanol. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir de l'éthanol dans le milieu. C'est pour pouvoir donner un atome d'hydrogène ici à cet oxygène. L'hydrogène là est donc récupéré par l'oxygène là. Et la liaison ici se casse. Et donc, le groupement ETO- ici, lui, va pouvoir venir se greffer au bord pour donner ces deux composés. On a bien donc l'alcool. Si vous suivez bien les flèches, ici on a mis le H ici. Donc ici vous le voyez pas, mais ici il y a un H. On le représente pas, mais ici il y a un H. Et l'oxygène ici a bien récupéré l'hydrogène là, qui est en rouge ici. Impeccable. Et on forme également 7 molécules. Donc là, le BH3 qui n'a pas bougé. Et ici on a greffé le groupement OET dessus également. Impeccable. Maintenant par contre, qu'est-ce que vous pouvez voir également? C'est que cette espèce-là a encore 3 H. Donc a priori, cette espèce peut réagir encore 3 fois, donner 3 hydrures, réunir 3 carbonyles pour former à la fin cette espèce où là il n'y a plus d'hydrures sur le bord et donc elle ne peut plus réagir. Voilà le mécanisme. Pensez bien quand vous faites le mécanisme, quand on vous le demande, mettez bien cette espèce. Dites bien que vous vous arrêtez là si vous voulez, mais que celle-là peut encore réagir 3 fois a priori pour réduire 4 carbonyles. Interprétation. Non. 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 La première chose, c'est ce qu'on dit. A priori, NaBH4, donc BH4- 4 hydrures, on peut théoriquement utiliser un équivalent de NaBH4 pour 4 équivalents de carbonyl. Donc, une molécule de NaBH4 pour 4 molécules de carbonyl. Une mole de NaBH4 pour 4 moles de carbonyl. En pratique, on met quand même un excès de NaBH4 que l'on détruira par hydrolyse parce que la réaction, des fois, elle a un peu de mal à se faire, donc il vaut mieux qu'on en mette plein, comme ça on est sûr que ça se fait. Mais en théorie, si on prend juste la théorie, on pourrait mettre que un quart de NaBH4 par rapport au carbone. La géométrie locale autour de la double liaison carbone-oxygène est plane. Ça, c'était un point important qu'on a vu dans le grand 1 de ce cours. La géométrie, c'est plan. Un plan veut dire attaque équiprobable d'un côté ou de l'autre. La réaction n'est pas stéréosélective. Donc ici, vous formez là un carbone asymétrique, mais vous aurez autant de R que de S, car la réaction n'est pas stéréosélective. On forme un mélange racémique. Alors après, vous pouvez mettre du coup un groupement chiral à la place d'un des atomes d'hydrogène pour forcer l'attaque d'une des faces. Mais ça va être des sujets un peu plus ambitieux, un peu plus compliqués. Concentrez-vous déjà là-dessus. Vous avez une molécule qui est plane, vous mettez une espèce non chirale et l'attaque d'un côté ou de l'autre. Pas stéréosélectif. Par contre, la réaction est chimiosélective des carbonyles. Comme pour l'acétalisation, la réaction n'a lieu que avec aldéhyde cétone ou méthanal, mais pas avec les esters, les acides carboxyliques, les chlorures d'acide, les anhydrides, les amides. Donc vous ne réduirez pas une double liaison en liaison simple pour un ester, pour un acide carboxylique et ainsi de suite. La réaction est donc chimiosélective, donc sélective de certaines fonctions chimiques, à savoir les carbonyles. Voilà, encore un point extrêmement important, c'est un des derniers, vous inquiétez pas, la réduction à l'aide de NaBH4. Voilà ce que vous devez connaître. NaBH4, faut savoir le dessiner. Bon, c'est BH4- avec un ion sodium et Na+ qui se balade. Faut savoir le nommer, tétrahydroborate de sodium ou borohydrure de sodium. Faut connaître le bilan et le mécanisme, extrêmement important. On a bien une réduction puisque le nombre d'oxydation du carbone ici était de +2 et qu'il est passé à +1 ici. Pensez bien que NaBH4, a priori, peut réagir 4 fois. Que vu que la liaison double CO donne une géométrie plane à l'espèce, alors la réaction n'est pas stéréosélective. Et enfin, la réaction elle est chimiosélective des carbonyles. Chimiosélective des carbonyles, ça veut dire qu'elle ne réduira pas les dérivés d'acide. Après avoir fait NaBH4, on attaque LiALH4. Encore une fois, quel est le nom de LiALH4? Il y en a encore plusieurs des noms. Tétrahydroaluminate de lithium ou tétrahydruroaluminate de lithium, ça se trouve aussi. Ou aluminohydrure de lithium, pardon. Le bilan, à peu près la même chose, mais 2 étapes cette fois-ci. On ne met pas d'éthanol. On ne met pas d'éthanol là-dedans, sinon
Mais par contre, on va rajouter une deuxième étape d'hydrolyse. Encore une fois, vous demandez avec impatience quel va être ce mécanisme. Eh bien, vous inquiétez pas, je vous le donne maintenant. C'est une autre culture. On part encore une fois d'une cétone ici avec ALH4-. Bon, Lyon spectateur LI+, je le note pas, vous n'avez pas besoin de le noter. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mécanisme? Il y a un peu moins de flèches. Encore une fois, l'aluminium est moins électronégatif que l'hydrogène. C'est donc l'hydrogène qui est nucléophile et qui part avec son doublé pour attaquer ici le carbone électrophile. Ici, donc, pour éviter que le carbone il ait 5 liaisons, l'oxygène il reprend un doublé, mais du coup on obtient un oxygène chargé négativement avec plein de doublés non liants qui lui va être très nucléophile et donc qui va attaquer l'aluminium qui lui aura perdu une liaison. Et on obtient cette espèce par addition nucléophile qu'on appelle un aluminate. Une fois qu'on a cet aluminate, encore une fois, il y a 3 hydrures sur l'aluminium. Donc il peut aussi y avoir encore 3 réactions pour former ceci. Et une fois qu'on a ceci, donc encore un aluminate, mais cette fois-ci avec 4 groupements identiques et plus d'hydrures, il y aura plus d'hydrures. Si on s'arrête maintenant, on n'a toujours pas réduit, on n'a pas d'alcool encore. D'où la nécessité de deuxième étape d'hydrolyse, H2OH+, pour régénérer donc l'alcool, pour générer l'alcool et des ions Al3+. Alors ici, je vous montre rapidement le mécanisme. L'oxygène, lui, il va récupérer H+. Le doublé, il reste sur l'atome d'oxygène. Et si tout le monde fait ça ici, l'aluminium, il perd tous ses voisins. Et donc, il va rester Al3+ à la fin. On a bien encore une réduction. Un nombre d'oxydation du carbone ici est de +2. Ici est de +1. On a bien fait la réduction. Impeccable. Alors, comme interprétation, l'espèce LiALH4 peut donner 4 hydrures, donc en théorie, on peut utiliser un équivalent de LiALH4 pour 4 équivalents de carbonyle, donc une mole de LiALH4 pour 4 moles de carbonyle. En pratique, on utilise encore une fois un large excès de LiALH4 qu'on détruira par hydrolyse. De toute façon, quand on fait l'hydrolyse, là on montre l'hydrolyse de cette espèce, mais si vous mettez H2OH+ là-dessus, c'est détruit également. Encore une fois, la même réponse que tout à l'heure, la géométrie locale autour de la doublon CO est plane, l'attaque de l'hydrure peut se faire d'un côté ou de l'autre de manière équiprobable. La réaction n'est donc pas stéréosélective. Ici, on forme un alcool avec un carbone asymétrique, mais le carbone asymétrique peut être R ou S, peu importe. On n'a donc aucune stéréochimie particulière. On forme un mélange racémique. Dernière remarque, l'espèce LiALH4 est extrêmement réactive. Vous l'avez vu dans la vidéo à l'instant. On ne l'utilise surtout pas en présence d'un solvant protique comme l'éthanol. Vous l'avez vu dans la réaction. On prendra toujours un solvant aprotique anhydre. Le plus classique, c'est l'éther diéthylique, ET2O, vous devez connaître. Voilà, toujours solvant protique et anhydre. Et quand je dis que ici on va être détruit par hydrolyse, vous mettez surtout pas plein d'eau, parce que si vous avez plein d'eau là-dessus, grosse réaction, encore une fois, exothermique, et ça va être comme l'éthanol, ça risque de prendre feu. Je sais que ça va en amuser certains, mais quand vous êtes en laboratoire et que vous voulez juste faire une petite réaction et que vous avez des flammes de 2 mètres, ça vous amuse pas forcément si vous avez les mains au-dessus. Donc pareil, ici l'hydrolyse va être très douce, vous y aller très petit à petit en agitant bien pour éviter d'avoir une grosse réaction. Voilà, encore un encadré extrêmement important que vous devez maîtriser, donc le nom de LiALH4, le bilan de la réaction, pensez bien, mais pas d'éthanol ici. Le mécanisme en lui-même, pensez bien ici, il peut y avoir donc encore 3 fois. Là, je l'ai fait 3 fois, vous avez telle molécule et ensuite l'hydrolyse. Voilà, donc pensez bien, on peut mettre a priori une molécule de LiAH4 pour 4 de carbonyle. Encore une fois, la doublon CO, vu qu'elle donne une géométrie plane, eh bien, la réaction n'est pas stéréosélective. Et enfin, LiALH4 est très, très réactive. Ça, je pense que vous vous en souviendrez. Utilisez donc un solvant aprotique anhydre. Alors, la comparaison de ces deux donneurs d'hydrure que j'ai représentés ici, NaBH4 et LiALH4. NaBH4, il est plus doux. Il met plus de soupline? Non. Il supporte et c'est même préférable d'utiliser un solvant protique comme l'éthanol. Il est plus doux, il est moins réactif. LiALH4 est beaucoup trop réactif et on prendra un solvant aprotique. La plus grande réactivité de LiALH4 s'explique par une plus grande différence d'électronégativité entre A et H qu'entre B et H. Selon l'échelle que j'ai utilisée tout à l'heure pour l'électronégativité, on avait dit 2,1 pour H, 2 pour B, 1,6 pour Al. Donc ici, vous avez une différence d'électronégativité de 0,5 et ici une différence d'électronégativité de 0,1. Donc là, le H, il est bien mieux attaché au bord, la liaison est bien plus covalente, alors qu'ici, la liaison, elle est un peu plus ionique. L'hydrure, ici, il est plus réactif. Et deuxième point, du coup, extrêmement important,
NaBH4 est sélectif des carbonyles, chimiosélectif pour aldéhyde et cétone. LiLH4, lui, n'est pas chimiosélectif et il va réduire toutes les doubles liaisons carbone-oxygène qu'il va rencontrer. Donc prenons ici cette molécule où on a ici donc une fonction cétone et une fonction ester. Si vous mettez NaBH4 dans l'éthanol, vous obtenez ceci. On ne touche pas à l'ester parce que NaBH4 est chimiosélectif des carbonyles, donc il ne réduit que l'acétone en alcool. Par contre, LiLH4 dans l'éther diéthylique, suivi d'une étape d'hydrolyse, va tout réduire. Donc si l'on réduit ici l'acétone, on peut la réduire en alcool. Et ici, réduire l'ester avec LiLH4, ça va tout casser. On va casser ici la molécule. On détruit cette liaison. Et donc, si je détruis cette liaison, qu'est-ce qui reste? Bah, ici, on a plus ou moins un alcool, un alcoolate. Donc ici, il y a une liaison en trop. Moi, je le corrige maintenant. Hein. Là. On forme juste du méthanol. Voilà, donc on casse cette liaison. Ici, donc on a le méthanolate qui va donner du méthanol. Et ici, donc, c'est comme si on a retrouvé un aldéhyde qui, lui, va être réduit, encore une fois, en alcool. Alors, on a vu donc la réduction des carbonyles, aldéhyde et cétone, en alcool. L'oxydation des certains carbonyles, notamment de l'aldéhyde en acide carboxylique, on l'a vu déjà dans le cours précédent, en fait. C'était un passage, entre guillemets, entre l'oxydation d'un alcool à un acide carboxylique, on passait intermédiairement par un aldéhyde. Donc les oxydants forts, dichromate, KMNO4, s'ils sont en milieu aqueux, on oxyde également les aldéhydes en acide carboxylique. Si par contre on est en milieu anhydre, dans ce cas l'aldéhyde ne s'oxyde pas. On va voir le cours précédent s'il y a des petits soucis là-dessus. Maintenant, donc on ne va pas voir l'oxydation de carbonyles à proprement parler et l'oxydation d'espèces qui vont fournir des carbonyles. Et deux classes courantes de composés peuvent être oxydés en carbonyles, les alcools et les alcènes. Donc voilà, les alcools on en a déjà parlé et maintenant on attaque l'oxydation des alcènes. Première étape, la syndhydroxylation par KMNO4. Donc KMNO4 reste un bon oxydant, hein, ça l'était dans le chapitre précédent, ça l'est maintenant, ça le sera l'année prochaine également. Syndhydroxylation, c'est un grand mot qui veut dire quoi? Il veut dire hydroxylation. Hydroxylation, c'est mettre un groupe hydroxyle. Dihydroxylation, donc mettre deux groupes hydroxyle. Syn, ça veut dire du même côté. Donc la syndhydroxylation, c'est la formation d'un diol, donc deux groupes hydroxyle du même côté. On l'a vu dans le cours sur l'oxydoréduction, le permanganate de potassium est un oxydant puissant. Bien dilué à froid et en milieu neutre, MnO4- peut oxyder les alcènes en diol. Voilà, le mécanisme, vous n'avez pas à le connaître, voilà, le KMNO4, ça peut diluer à froid, ça oxyde les alcènes en diol. Par contre, si vous le concentrez, donc le CC là, ça veut dire concentré, et vous êtes en milieu acide, MnO4- oxyde les alcènes en aldéhyde, cétone ou acide carboxylique. Donc là, on va oxyder carrément, on s'arrête pas au diol, c'est un état intermédiaire, on va oxyder jusque ici, donc aldéhyde et donc cétone. Mais on peut même avoir donc acide carboxylique, voire clivage carrément de cette double liaison pour donner deux molécules différentes, deux acides carboxyliques. Alors, autant dire que c'est pas pratique à utiliser, quoi. On sait jamais ce que ça fait. Bah, c'est ça, c'est pas très pratique à utiliser. On peut avoir donc des alcools, des aldéhydes cétones, voire des acides carboxyliques. On va du coup plutôt voir d'autres composés qui eux sont plus pratiques à utiliser parce qu'on sait vraiment ce que ça va donner. La première étape, syndhydroxylation par OSO4 avec comme co-oxydant H2O2. Donc OSO4, c'est le tétraoxyde d'osmium. Ouais, c'est dans l'osmium. Co-oxydant H2O2. Donc c'est un oxydant OSO4 et on utilise un autre oxydant, un co-oxydant H2O2. Le tétraoxyde d'osmium ressemble à ça. De l'osmium avec 4 atomes d'oxygène. Le nombre d'oxydation de l'osmium, ici, il est de plus 8. L'osmium a 8 électrons de valence, donc ici, tous ces électrons de valence sont, entre guillemets, récupérés par les atomes d'oxygène. Grand nombre d'oxydation, donc oxydant très puissant. L'osmium, c'est un métal de riche. C'est extrêmement cher. Du coup, on l'utilise en toute petite quantité, c'est pour ça qu'on met un co-oxydant. Vous pourriez mettre que OSO4 si vous voulez, mais il faudra en avoir beaucoup. Donc l'idée, c'est d'en mettre un tout petit peu, que ça oxyde l'espèce qui nous intéresse,
Mais du coup, ça va être transformé en quelque chose. Ça va être, si ça oxyde une espèce, lui va être réduit. Mais on met un co-oxydant H2O2 qui va re-oxyder l'espèce réduite pour régénérer ça. Donc on met un tout petit peu OSO4 et on met beaucoup H2O2. Comme ça, OSO4 va pouvoir agir et quand OSO4 est détruit, H2O2 régénère OSO4 qui va pouvoir réagir. Le bilan de la réaction, c'est le suivant. Donc si vous mettez, ça c'est un bilan à connaître, à bien maîtriser. Si vous avez un alcène, alors là j'ai pris un alcène cyclique, mais un alcène pas cyclique ça marcherait aussi, que vous mettez donc de l'osmium, tétraoxyde d'osmium OSO4 en quantité catalytique et H2O2 en quantité stoichiométrique. Stoichiométrique donc 1 pour 1, catalytique pas beaucoup, 0,1, 0,2, on sait pas, mais pas beaucoup. Vous cassez donc ici la double liaison pour former une liaison simple et sur chaque carbone de la double liaison, vous formez un groupement OH. Et donc ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on a une signe d'hydroxylation. Donc les deux OH ici sont du même côté. Alors là, j'ai mis les deux vers moi, mais si on pourrait également mettre les deux vers le tableau. Ici, c'est exactement la même molécule du fait de la symétrie. Vous avez que cette stéréoisomère. En tout cas, les deux sont du même côté. C'est une signe d'hydroxylation. Quel est le mécanisme? On a un mécanisme simplifié, un cycle catalytique. T'es sûr qu'il est simplifié ton mécanisme là? Oui, c'est simplifié parce qu'on va pas dessiner les flèches, on va juste représenter le cycle catalytique. Nombre d'oxydation du carbone ici dans un alcène 0. Lui, on va le mettre en présence de OSO4. Donc les deux espèces arrivent, hop, OSO4 ici avec l'alcène. On forme cette molécule, un osmate. Cette molécule, l'osmium a un nombre d'oxydation de plus 6. Donc l'osmium a déjà été réduit. Et maintenant, donc, il y a une autre étape. Encore une fois, c'est pas un mécanisme simplifié. On fait pas de flèche, on veut pas trop savoir comment ça va se passer, mais cette espèce d'osmium va être régénérée à l'aide de H2O2, va être réoxydée par H2O2. Donc le OSO4, lui, il intervient là et il est régénéré, il intervient là, il est régénéré, il intervient là, il est régénéré. On pourra l'utiliser à l'infini, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Parce que H2O2, lui, va donc permettre de réoxyder OSO4 et de générer cette molécule, la molécule finale, le diol, ainsi qu'une petite molécule d'eau. Le nombre d'oxydation du carbone était de 0, il est de plus 1, on a bien une oxydation. Ici, on a bien une étape de réduction de l'osmium, qui passe du nombre d'oxydation plus 8 à plus 6. On a bien besoin de H2O2, le co-oxydant, qui lui est stoichiométrique. À chaque fois que vous mettez un alcène là, vous avez une molécule de H2O2 qui intervient. Et là, OSO4, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est régénéré. Cycle catalytique à connaître, il faut comprendre le grand principe, c'est important, un petit encadré. Donc le nom OSO4, faut le connaître, tétraoxyde d'osmium, il n'y a rien de particulier, savoir dessiner la molécule et trouver le nombre d'oxydation de l'osmium qui est de plus 8. Bilan et mécanisme simplifié à connaître également. Très important. Pourquoi très important? Parce que si on applique une légère différence, qu'on change de co-oxydant, on va avoir quelque chose de différent. C'est ce qu'on voit maintenant. Oh non. Si le co-oxydant c'est IO4-, plutôt qu'H2O2, on va avoir autre chose. Donc un clivage oxydant avec encore une fois OSO4, mais comme co-oxydant IO4-. C'est la réaction qu'on appelle de Lemieux-Johnson. Nom à connaître, oxydation Lemieux-Johnson. NaIO4, c'est ce qu'on appelle le périodate de sodium, et HiO4, c'est l'acide périodique. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? IO4- étant donc l'ion périodate, qu'est-ce que ça nous donne si on met OSO4 avec le co-oxydant IO4-? IO4-, ça ressemble à ça. Alors, c'est assez particulier. Un atome d'iode qui a 4 atomes d'oxygène ici. L'iode est au degré d'oxydation plus 7. L'iode est un halogène, il a une électronégativité assez élevée, mais plus faible que l'oxygène. Donc, il a donc un degré d'oxydation plus 7. L'ion iodate va couper les diols vicinaux, c'est-à-dire diols sur 2 carbones adjacents, en carbonyle. On peut donc utiliser cette espèce comme co-oxydant pour oxyder les alcènes en carbonyle. Alors, une fois n'est pas coutume, on va mettre le bilan en bas. Vous comprendrez plus tard que c'est pour des raisons géométriques de diapositive. Le bilan, c'est le suivant. Donc là, j'ai pris un alcène pas cyclique, mais un alcène cyclique serait allé aussi. Et en mettant donc toujours OSO4 en quantité catalytique et NaIO4, lui, vous mettez la dose, vous allez couper carrément la double liaison pour former aldéhyde et cétone, en fonction de ce que vous avez comme groupement à côté. C'est le dernier mécanisme de l'année. On profite, on savoure. Donc quelques secondes de repos avant de se lancer dedans.
Encore une fois, un mécanisme simplifié, un cycle catalytique. On ne représente pas les flèches, mais il faut comprendre le principe des cycles catalytiques. L'alcène qui rentre dans le cycle, au SO4, lui, c'est encore la même chose. On n'en met pas beaucoup, ça coûte trop cher, on va le régénérer. Au SO4 arrive avec l'alcène et on forme l'osmiate. Nombre d'oxydation de l'osmium est de plus 8, il passe à plus 6, on a bien une réduction. Et on va avoir IO4- qui est également un oxydant, qui lui va être consommé donc pour régénérer ici au SO4. Donc au SO4 est consommé et régénéré. Donc lui, on n'en met pas beaucoup. En vrai, vraiment pas beaucoup suffirait, hein. Il peut être régénéré quasiment à l'infini. IO4- lui agit donc pour régénérer au SO4 et pour détruire donc cette espèce en diol et en ion iodate IO3-. Donc l'ion periodate et l'ion iodate. Vous n'avez pas besoin de retenir les noms. Ça, c'est ce qu'on appelle un diol vicinal. C'est un diol où les deux fonctions alcool sont portées par des carbones qui sont l'un à côté de l'autre. Il faut savoir que IO4-, lui, il aime bien ça, il aime bien couper ici entre les deux, et c'est ce qu'il va faire. Il va couper ici la liaison pour donner donc les deux carbonyles. Le nombre d'oxydation du carbone ici est de 0, ici il est de plus 1, et en finale, on arrive à un nombre d'oxydation de plus 2. Comme interprétation, cette réaction est chimio-sélective. OSO4 suivi de NaIO4 oxyde uniquement les alcènes en aldéhyde et acétone, ne touche pas aux alcools et n'oxyde pas en acide carboxylique comme le ferait KMNO4. Donc on n'utilise pas KMNO4, c'est vraiment pas pratique à utiliser en fonction des conditions. Vous savez jamais trop est-ce que ça oxyde un peu, beaucoup en alcool, en acide carboxylique, ou alors on s'arrête à un état intermédiaire, vous savez jamais trop. Avec OSO4 en présence de NaIO4, vous savez, ça oxyde uniquement alcène en aldéhyde et cétone. Donc si vous avez juste un alcool, ça ne fait rien du tout, sauf bien sûr si vous avez un diol vicinal. Si vous avez juste un alcool, ça ne fait rien du tout. Et vous ne risquez pas ici d'avoir un acide carboxylique, mais vous arrêtez à l'alcène, et c'est sûr. Voilà, dernier grand bilan, dernier grand encadré à connaître, le clivage oxydant par SO4, l'oxydation de Lemieux-Johnson. C'est la fin de la chimie organique pour vous. Je peux que me répéter en disant que la moitié des concours, que ce soit écrit, oral, TP, c'est de la chimie organique. Donc vous devez maîtriser la chimie organique à la perfection. Et donc faut s'entraîner. Pour ça, faut s'entraîner. Il n'y a pas de miracle, la chimie organique. Faut s'entraîner, faire des exercices de TD, bien connaître les encadrés, les grandes notions théoriques. Vous commencez à bien les avoir normalement. Maintenant, faut s'entraîner, faire des mécanismes. Prenez votre stylo, prenez du papier, faites des flèches, faites des mécanismes. Bon courage et bon entraînement. Pas de la chimie organique. Mais on sait toujours pas synthétiser de la bête. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.